Qu'on le mette au fond. Et bonsoir à tous, bienvenue sur RK13, la web radio 100% marseillaise. On est de retour pour Passe ton ballon, la troisième émission de Passe ton ballon, pourvu que ça dure. Pour l'instant, on n'est qu'à nos débuts, mais on espère que ça va continuer, que vous allez être encore nombreux, comme vous avez été depuis ces 2 dernières semaines, où nous envoyer des messages sur le hashtag Passe ton ballon. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions, vos réactions, on les lira à l'antenne, on répondra à toutes vos questions pour cette nouvelle émission. Et puis, je suis encore très bien entouré aujourd'hui. J'ai encore la crème de l'expertise autour de moi. Et on a en plus un retour. Il était forfait la semaine dernière et il est de retour cette semaine. C'est Cisco. Comment ça va, mon Cisco ? Ça va, tranquillement. J'étais chez l'esthéticienne. ça a pris très longtemps. Je m'attendais pas. Ouais, moi non plus. Ça fait plaisir de te retrouver avec nous, Cisco. En plus, on se retrouve avec le sourire. Donc, ah oui, quoi de mieux ? Un gros sourire. Voilà, un très gros sourire. La banane, comme dit notre ami René Malville, qu'on salue, s'il nous écoute. Je sais pas. À ma droite, j'ai le Kabyle Grousset. C'est ça, comme ça qu'on l'avait surnommé. Je crois, lors de la première. Excédé. Mon cher Amaïs, comment ça va, Ama ? Salut Mathieu, salut tout le monde. Bah, ça va très très bien après ce week-end parfait. Et oui, week-end parfait. On espère que ça va continuer ce soir. Et à ma gauche, j'ai, je sais plus le sigle. Il va falloir que tu le renotes. Il va falloir que je le renote. La Confédération des adorateurs de la N2 et de Radonjic. Je sais plus et exactement. des fans lucides de Nemanja Radonjic. C'est un peu ça. Idriss, comment ça va, Idriss ? Ça va au top. Une très grande entrée du Prince dimanche. Ouais, on va pas relever. Et, et on a notre, je sais même plus comment l'appeler, le semi-invité, le semi-community manager, je sais plus fan comment numéro l'inviter. 1, pom-pom girl, tout ça. L'éminent 13013 qui est avec nous. Il a pas de micro, il veut pas parler, mais il est là. Il va nous animer encore Twitter aujourd'hui avec des sondages, avec des tweets. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur son Twitter et sur le hashtag Passe ton ballon. Un gros programme aujourd'hui, un très très gros programme. Bien sûr, on va revenir sur PSG-OM, cette belle victoire. Enfin la fin de cette série. Victoire 1-0 dimanche des Olympiennes dans ce classique. Et on va passer cet avant-match ensemble, puisque l'OM joue à 21h face à Saint-Etienne, en match en retard de la première journée. On va évoquer ce match, on vous donnera la composition en direct. Donc voilà, restez avec nous et puis on essaiera de jouer si on a le temps à la fin. Voilà, on a préparé un petit jeu. On verra si vous êtes à la hauteur. Vous avez pas été. Je crois que c'est moi j'ai été bon la semaine dernière. Moi j'ai fait le jeu donc je ne pouvais pas. Amaïs a fait le jeu. Je crois que c'est moi qui ai raflé la mise. Ouais, c'est ça. Messieurs, je vous propose, vu que le programme est chargé, de commencer tout de suite avec ce PSG-OM qui nous a tant régalé. Pas par le jeu, on va pas se mentir. Non. Mais par la castagne. Ça dépend. Quoique, on va revenir en tout cas dessus. Mais déjà, le premier sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous sur ce match, c'est enfin une victoire après 9 ans de disette, après le dernier succès, on le rappelle, en novembre 2011, et c'était au Vélodrome, c'était même pas au Parc. Je crois que la dernière victoire au Parc, elle remonte à 2008. C'est 2010. Ouais, c'est l'année 2010, oui, l'année du des titre, oui. L'année du titre, la victoire avec 3-0. le but de Ben Arfa. Ben Arfa, Chirou et Lucho. Ouais. Exactement. Donc 10 ans sans victoire au Parc des Princes, enfin cette série qui prend fin. Messieurs, j'ai une question toute simple pour commencer. Est-ce que c'est la fin d'une anomalie, Amaïs ? Bah oui, quand tu vois la liste avant dimanche des clubs de Ligue 1 qui ont battu le PSG, c'est-à-dire tous sauf nous. Sans exception, Ils l'ont tous fait au moins une fois. Oui, je pense qu'on peut parler d'anomalie, surtout que voilà, il y avait... Autant il y a eu peut-être 3-4 matchs où c'était très serré, mais la plupart des autres rencontres contre le PSG, on y allait tête baissée et on perdait à chaque fois sans panache. Là au moins, oui, on peut dire que c'est vraiment la fin d'une anomalie et espérant le début... d'une ère plus joyeuse. Alors, on a vécu ce match de manière très forte émotionnellement. Je crois que les joueurs aussi. Moi, je me suis éloigné d'Amaïs pendant tout le match. Pour la petite histoire, on va raconter à nos auditeurs. On a vu le match ensemble. Et je crois qu'Amaïs, il a perdu sa voix. Alors, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Amaïs, il faut savoir que c'est 1m60 compacté de 80 kg de muscles. Exactement. 1m70, respecte-moi. Ouais, c'est vrai, ça va être gentil. Tu fais pas 80 kg non plus. Et il faut savoir que pour la petite histoire, on est très souvent collés parce qu'on est dans un petit appart pour regarder les matchs et qu'il a le bras facile. Il a le bras qui part facilement. Il y a une porte qui se souvient. Voilà, il y a une porte dans l'appartement de notre ami Mathieu qui s'en souviendra. Et moi, j'ai déjà perdu des lombaires, moi, à cause d'une victoire de l'OM, à cause d'Amaïs. Donc là, j'ai vu le début du match, j'ai mis notre ami Romain qui fait à peu près 25 kilos entre nous deux. J'ai comme ça, c'est lui qui mangera.
Et Amaïs qui a pu retrouver sa voix que 48 à 60. Ouais, mardi matin. Parce que pour encore raconter nos vies, lundi soir, on avait match en FSGT. Et Amaïs, qui est notre capitaine de défense, n'a donné aucune consigne du match. C'était des signes. Et ce qui fait qu'on a perdu. Voilà. On a perdu. La défaite, la victoire, on a perdu 1-0, ça existe. On s'égare. On revient à nos moutons avec cette victoire donc, de l'OM. Cisco, je te repose la même question. Est-ce qu'en fait, on a mis fin à une anomalie là dimanche? Oui et non. Non, parce que lorsqu'on observe notamment les dernières rencontres entre l'OM et le PSG, on remarquait un surplus de motivation de la part du PSG, là où j'avais l'impression que l'OM y a les petits bras, notamment sur le dernier match on a perdu 4-0. 4-0 ouais. Et non, c'est pas forcément une anomalie qui a été réparée. Par contre, est-ce que ça va entraîner une belle série ou en tout cas peut-être un juste retour à la normale? Ça, c'est une autre question qu'on va se poser. Parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse part de chance au-delà du gros coup tactique qu'a fait Villas-Boas. C'est ce qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse après le match. Il a dit que l'OM a eu énormément de chance. Pas trop lui donner tort non plus. Oui, il y a un peu de rage dans sa voix, mais après quand on avec le recul, il a un petit peu. C'est une victoire un petit peu. Elle n'est pas fondée sur ça, mais ça en fait partie. Bah, faut être lucide. Quand on marque but, les 30 premières minutes qui séparent le but, on est inexistant. Mais t'as surtout un des plus beaux la réalisation arrêts, de Thauvin tombe du mais ciel. un des plus beaux arrêts de sa carrière à la légende Steve Mandanda et qui restera pour moi dans le top 3 des arrêts de la saison. Par contre, là où je veux dire qu'il y a eu un gros coup tactique, ce qui me fait dire qu'il y a eu un gros coup tactique de la part de Villas-Boas, c'est le second but refusé de Benedetto qui, au moment où d'une très forte domination de Paris Saint-Germain, qui coupe vraiment les jambes c'est Rongier. à Paris. Rongier qui arrive à récupérer le ballon très haut, qui a été un peu masqué dans ce match dans l'utilisation du ballon. Il a été très en difficulté. Mais à la récupération, il a été incroyable, Rongier, sur ce match. Et en récupérant le ballon aussi haut avec des Parisiens qui commençaient à se projeter, tu arrives à avoir, pas ce surnom parce que c'était un 4 contre 4, mais à avoir cette situation offensive à gérer et qui cause le but, malheureusement refusé. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on peut parler d'un coup de tactique vraiment non, de je pense Villas-Boas pas. pour En vous? soi, non. Cisco, toi, tu penses que oui? Je pense que oui. En soi, non, parce qu'on a, du coup, maintenant on l'a dit, on a regardé le match ensemble. Le côté de mettre Lopez en faux neuf, moi j'ai pas compris. Donc ok, il y a la victoire au bout, donc on peut dire que... Villas-Boas même a dit que ça n'a pas marché. Ah oui, il n'y a eu aucun côté positif parce que du coup, en n'ayant pas le ballon, parce que j'ai compris avec le recul, ce qu'il a voulu faire, c'est avoir un joueur qui sait garder le ballon un peu plus que Benedetto avec Lopez. De pouvoir construire dès les 40 mètres. Oui, qui peut servir de rampe de lancement pour les deux sur le côté, mais bon. Ouais. Ou pour des latéraux, ou un relayeur comme Gay qui aime bien monter. Mais là, pour le coup, ça n'a pas du tout marché parce qu'à chaque fois que Lopez, tu as essayé de le trouver, tu l'as pas trouvé. Ou alors tu l'as pas trouvé dans la zone où il devrait être. Ou alors, c'est logique, mais il avait Kimpembe derrière lui. Et Kimpembe fait 2 fois sa taille, 2 fois son poids. Kimpembe, déjà face à un attaquant comme Benedetto, il s'amuse, mais alors contre Lopez, là, c'était lui donner un gâteau, quoi. Donc ça n'a pas marché en soi, ce coup-là, tant pis. On a vu dès la rentrée de Benedetto que tout de suite, c'était plus la même chose offensivement, parce que là, tu peux dégager les ballons et tu as un joueur qui va aller chercher le ballon de la tête, un joueur qui va presser, qui a un peu plus de cardio que Lopez, c'est mieux. Après, tactiquement, je sais même pas, parce qu'au final, on a concédé pas mal d'occasions quand même. Donc est-ce que c'est pas surprenant qu'on concède autant d'occasions au Parc des Princes. Ouais, mais en étant aussi bas face à un PSG qui a 2 joueurs qui reviennent d'un Covid, Di Maria et Neymar, qui sont donc les 2 créateurs de cette équipe, concéder autant d'occasions, autant de situations au final, parce que ils n'ont pas tiré tant que ça au but, mais tu as eu plein de moments de frayeur, et surtout dans les 10 dernières minutes, tu t'es acculé dans tes 20 derniers mètres. Je pense que c'est plus un coup de motivation et un coup comme je le disais pendant le match, du coup ça sert à rien, mais là je vais le répéter, un match charnière dans l'esprit groupe de cette équipe. C'est que cette équipe, c'est 11 joueurs, ou c'est 14 joueurs, c'est 15 joueurs, parce qu'il y a eu 4 remplacements, se sont trouvés 14 frères. À ce moment-là, on a trouvé, nous la semaine dernière, on a fait une spéciale OM Guéretz et moi, et on avait dit que ce qu'on aimait chez cette équipe, c'était son état d'esprit. Et bien, on a retrouvé cet état d'esprit-là dimanche, avec une équipe qui s'est surpassée, des joueurs qui n'étaient pas là pour dire c'est pas ma faute parce que c'est lui qui doit se retrouver dans cette zone-là. Non, il y avait un espace libre. Peu importe le Marseillais qui devait se retrouver là normalement, il y en avait un autre qui était à sa place. Quand Amavi montait, il pouvait redescendre en trottinant et souffler un peu parce que Payet était là, parce que Payet a fait des efforts défensifs incroyables. Gay a été en difficulté un peu comme Rongier dans la gestion du ballon, mais défensivement,
Il n'a pas été aussi fort que son compère, mais il a fait le taf. À noter, les gars, l'homme du match, tout le monde a salué la prestation de Mandanda, mais l'homme du match s'appelle Boubacar Kamara. Oui, Ah ouais. oui. Il Ah, a oui, fait oui, un match d'une intelligence, au-delà de sa propreté technique, d'une intelligence de placement absolument phénoménale. Et je pèse mes mots, et vous savez à quel point je suis tatillon sur ce genre de phrase. Il a été incroyable, Boubacar Kamara, et ce groupe-là s'est trouvé dimanche. On parlera des joueurs un peu plus tard dans l'émission. On reviendra sur les prestations individuelles. Pour revenir sur le plan tactique, ce que tu disais, Cisco, m'a fait penser au match de la saison dernière, où effectivement on y était allé petit bras mentalement, mais dans la tactique, on avait vu quelque chose d'offensif, de tenté. On avait essayé de les presser et on s'est pris derrière 4 buts en une mi-temps. Est-ce que ça a joué, tu penses, par exemple, à Maïs, est-ce que ça a joué dans la manière d'aborder le match de Villas-Boas? Est-ce qu'il y a pensé? Bah certainement, on a joué plus bas là. Ils l'ont dit. Payet l'a dit après le match. C'est de la logique. Et on dit que de Villas-Boas qui est pragmatique, bah pour le coup il a encore montré. Là c'est la prestation, du moins en termes de positionnement sur le terrain, elle est aux antipodes de celle de la saison dernière. L'année dernière, on est allé cavaler dans leur terrain les 30 premières minutes et au final on s'est pris des contre-attaques. Le but d'Mbappé par exemple l'année dernière où il part tout seul en contre-attaque, c'est inimaginable alors que tu joues à l'extérieur sur leur terrain quoi. Tu laisses 40 mètres dans le dos de ta défense avec Di Maria, Neymar, Mbappé. Non, bien sûr que ça a été dans tous les esprits et heureusement qu'il a rectifié ça, oui. Même si là j'ai vu un tweet de notre ami Azir qui n'est pas là qui nous demande est-ce que vous avez été satisfait du contenu. Ouais, ça fait pas rêver, mais là pour le coup on s'en foutait. Vu le nombre d'années où on n'a pas gagné, il fallait juste gagner, stopper l'hémorragie, c'est ce qui a été fait. On va parler du contenu pour le match de ce soir. C'est ce que nous dit, tu fais bien d'évoquer Twitter, Maïs, c'est ce que nous dit notamment Chen sur le hashtag Passe ton ballon. Il dit contre Paris, peu importe la manière, il fallait juste gagner. Bah oui. Si c'est pareil contre Saint-Étienne ce soir, je serais pas du tout satisfait. Je pense on est assez d'accord avec lui. On passe le bonjour aussi à Chavins qui nous fait un petit coucou sur le hashtag Passe ton ballon. On te salue Chavins. Salut Chavins. Ouais, et n'hésitez pas à faire comme lui, à réagir, nous envoyer vos messages sur le hashtag Passe ton ballon. Tu disais, on se demandait justement par rapport au contenu. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de jeux, c'était surtout le bagarre FC là. Ah oui, c'était dimanche soir. Ça m'a fait penser au gros. J'aime pas le terme de classico, mais bon, on va le dire. Hein. Le classique. On a Ça banni en ce France, mot la monsieur. semaine dernière. La semaine dernière à cause de ça. Même classique, tu vois. Moi, je suis plutôt OM Toulon, OM Bordeaux, mais bon. Ça, c'est les Ça, c'est les anciens, adorateurs ça, de c'est la les anciens. saison de Ligue- en Ligue 2, en D2, de Daniel Xuareb, etc. Cascarino. Mais plus sérieusement, ça m'a fait beaucoup penser au niveau de l'impact et au niveau de la motivation, de la volonté à ces matchs-là. Même si, contrairement à ces matchs-là, il n'y a pas eu non plus de grosses boucheries. Mais non, mais tu peux plus parce qu'il y a mais trop- surtout, il y a des caméras, il y a un arbitrage qui est plus dur, etc. Surtout le mec, il a sorti le premier carton jaune à la 2e minute. À partir de là, c'est un record de cartons dans un classico. 19 cartons. 17, 18, 19. 19 cartons. 19 cartons, jaune et rouge 14 plus confondus. 5. 14 plus 5, ouais. 19. Ah, il a monstrueux. joué. Moi, Ouais, Je tenais les comptes, moi. On était à 9 à la mi-temps. Après pour C'est exagéré, hein, c'est très exagéré. Ah oui, Vraiment. oui, mais totalement. complètement. Mais pour continuer sur le thème du contenu et donc de l'agressivité évoquée par Cisco, notre chance, c'est que le PSG a amené le match sur ce terrain-là. Et c'était tout bénef pour nous parce qu'on n'a pas les Complètement. armes techniques pour rivaliser avec Complètement. le PSG. Et quand tu vois que leurs joueurs stars commencent à sortir du match au bout d'un tacle ou une provocation, bah, autant continuer, ça a marché. Mais ça a été notre chance, clairement. C'est prodigieux. Oui, c'est- Franchement, être aussi bête et faible mentalement, c'est prodigieux. Alors justement, on va pouvoir basculer sur l'autre débat. Tu as évoqué ça, Idriss, tout à l'heure en préambule. Est-ce que c'est une victoire qui va être charnière dans la vie de ce groupe qui déjà montrait la saison dernière Oui, une grande forme de solidarité, ouais. est-ce que là ça va encore amplifier ça? Est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire charnière, de déclic? Pour moi, oui. Pour moi, il fait aucun, ça fait aucun doute parce que l'année dernière, même si ça se passait bien et tout ça, les joueurs savent ce qui se dit, savent ce que tout le monde pense d'eux. Donc il y avait un peu le truc de deuxième, mais bon. Il y a eu aussi deuxième parce que le championnat n'est pas arrivé à son terme. Est-ce que vraiment tout ça? Donc c'est une équipe qui doit constamment prouver. C'est une équipe qui doit constamment se battre contre tout le monde, parfois même contre ses supporters, même quand ils finissent deuxième. C'est l'OM, c'est comme ça. Et là, gagner, finir la série face à un effectif parisien qui est de plus en plus clinquant année après année,
Sur le terrain, s'il n'y avait pas eu Neymar, mine de rien, on aurait dit il n'y avait pas Neymar. Donc là, il était là. Il n'y avait pas la grenouille de Bondy, mais bon, ça arrive. Au pire, tant qu'il y avait au moins des deux, ça allait. Et puis, c'est aussi parce qu'ils sont allés chercher ce match, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le terrain sur le terrain du jeu, mais aussi sur le terrain mental, que c'est une victoire charnière. C'est parce qu'il y a eu toutes ces altercations, il y a eu toutes ces petites bagarres générales, même si c'est pas vraiment des bagarres, mais du pugilat. des petits pugilats, des petits tapotes comme ça. Que tu vois qu'il y a un Douillet Kaletakar qui arrive en sprintant, un Sakai qui arrive aussi en sprintant, tout ça. Ça marche, c'est positif dans la vie d'un groupe, ce genre de choses. Alors, je vais aller dans ton sens, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oui, c'est ça. Contredit. Est-ce que c'est pas en cours de match que c'est venu? Parce que moi, j'ai eu cette impression pendant le match qu'on a très mal démarré et qu'on a démarré comme on le démarre d'habitude. Et je sais qu'Amaïs, tu es d'accord avec moi, parce qu'on a vu le match ensemble. J'avais l'impression au début qu'on se disait mais c'est bon, on va refaire comme chaque année, on va être ridicule, petit bras. Non, mais c'est et pour c'est 90 secondes de l'énervement de voir que les Parisiens étaient énervés c'est qu'on pour ça s'est mis à que je dis que notre chance, c'est que le PSG a amené de lui-même ce match sur le thème de l'agressivité avec ce tacle totalement con de Di Maria sur Payet. Et c'est là où... Tellement bête, s'il te plaît. Bête, excuse-moi, on le sait, ça. Le langage ordurier, ça m'a échappé. Non, mais voilà, ça a commencé à envenimer les choses, puis l'altercation Neymar, Payet, etc. Alors que si le PSG se contente seulement de jouer au foot, ils nous explosent. Mais ils nous broient, ils sont 100 fois meilleurs que nous. Mais... D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans le premier quart d'heure ou même la première 20 minutes où on voit pas le jour. Oui, parce on prend l'eau. Et si on peut parler de coup tactique de Villas-Boas, on peut parler du désastre de Tourelle, qui, pour la première de Florenzi, qui est un des meilleurs latéraux centreurs. Parce qu'attention, global, non, c'est pas du tout le cas. Mais c'est un excellent centreur, c'est un des meilleurs centreurs de Serie A depuis 10 ans. N'aligne pas un vrai neuf parce que c'était Neymar qui était positionné dans l'axe, alors que tu as un des meilleurs centreurs d'Europe. D'ailleurs, des centres, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Et combien il y en a eu qui ont été coupés ou alors qui n'ont pas été touchés, qui ont rasé la ligne des 6 mètres. C'est magnifique. Alors que tu as un attaquant Kalimundo qui, même s'il a 19 ans, fait quand même son petit mètre 80-85 et qui aurait pu un peu plus gêner Alvaro et Kaletakar dans leur défense. Au-delà de la tactique de ce match, pour revenir sur l'esprit, sur le sujet de l'état d'esprit, on a aussi, là aussi, c'est peut-être là le plus gros coup de Villas-Boas, c'est d'arriver à fédérer ce groupe et à leur faire croire en eux. Parce qu'on se plaignait souvent que l'OM ne gagnait plus ses gros matchs. Force est de constater que depuis l'arrivée de Villas-Boas, ce que j'allais dire, c'est sa plus grosse réussite depuis qu'il est au club. Réussite, peut-être quelque part. Ouais. On le disait en début de saison dernière, il a réussi à relancer Amavi. Quand Radonjic a réussi à marquer, on a dit c'est un magicien. Il a réussi à... Un point Radonjic. Oui, mais là, c'est pour parler en négatif. Il te reste 4 points. Ouais, bon, d'accord. Non, mais du coup, voilà, c'est son plus gros point positif, au-delà du fait d'avoir un beau ratio de victoire, d'être El Pragmatico, tout ça. Il a réussi à remettre cet effectif, à remettre des sourires sur les visages de cet effectif, ce qui était loin d'être donné après la dernière saison de Rudy Garcia. Puis même chez des joueurs cadres où par exemple Payet complètement. Qui enfin assume les grands matchs, on l'a vu contre Lyon l'année dernière, même là sans être transcendant, il a fait son match. Thauvin qui enfin marque au Parc des Princes, ça ne lui était jamais arrivé. Il a même cet apport chez les cadres. D'où il marque pas contre les grandes équipes, Thauvin. Il a marqué. Moi, tu sais que je suis team Thauvin, mais il a marqué contre au Parc des Princes. Moi, c'était complètement ironique. Il a marqué au Stade de France. En finale, c'est vrai. Il y avait 4-0. Non, mais c'est une légende. Thauvin ne marque pas dans les grands matchs. Pour moi, c'est une légende. C'est vrai que c'est pas forcément vrai. Il a marqué contre tous les gros clubs de Ligue 1. Il a même marqué en Ligue Europa lors du parcours. Vrai, même en Ligue des Champions, il marque à Naples. C'est pour rigoler que je dis ça. Voilà. Non, mais c'est quelque part aussi quelque chose qu'a apporté Villas-Boas, c'est de même transcender ses cadres quelque part. C'est surtout après je sais pas quelle est la part de Villas-Boas, quelle est la part de l'entraîneur de gardien. C'est surtout sur Mandanda que je vois aussi. Je vois le travail fourni par le staff technique. C'est hallucinant de voir le gros pato un peu fâché de ne pas être capitaine. C'est même pas un peu fâché, c'est que tu es vraiment vexé. Tu n'es même pas fâché, tu es très vexé. Et le Mandanda de maintenant qui est quasiment impérial. Mandanda, ça a toujours été ça à l'OM, c'est quand il a envie. Quand il a envie, sa meilleure saison, on est tous d'accord, c'est la saison Mitchell, où il n'y a rien qui va dans cette équipe. Mais comme il sait depuis le début de la saison que c'est sa dernière, parce qu'il y a ce qui se passait à l'époque au club, on ne va pas refaire l'histoire, il n'a pas envie de partir sur une descente ou un sauvetage à la dernière journée, et il est phénoménal. Impérial. Il est phénoménal. Il a un gardien qui te fait non seulement gagner des matchs, mais qui te fait
qui rapporte des 0-0. Tu vois, où tu concèdes 11-12 frappes cadrées, c'est Mandanda qui fait gagner les matchs. Ces 2 pires saisons, c'est la saison Bob Anigo 2013-2014 où il n'y avait pas de chef dans cette équipe, tout le monde avait lâché, dont lui le premier. Oui, c'était Spinozzi. Mais ça, après, je ne sais pas si c'est un rapport avec Spinozzi, parce que l'année d'avant, la première saison de Bob, où il fait son fameux match à Lille, oui, voilà, il fait une très grande saison, mais il fait son fameux match à Lille dont tout le monde se souvient, c'était aussi Spinozzi l'entraîneur des gardiens, et ces 2 premières saisons, c'est Spinozzi. J'ai l'impression que Mandanda, je pense que c'est juste quand il a envie. Des gardiens, Non, c'est juste quand il a envie. J'ai l'impression qu'il s'autogère un peu. Je pense que en fait, la forme de Mandanda dépend beaucoup de la forme de l'équipe. Parce que la dernière saison, Garcia, il n'a pas envie, il le fait pas. Il fait pas les efforts, il s'entraîne pas. Et lors de la dernière saison de Deschamps aussi, il y a quelques matchs où il est là, mais au final, il laisse beaucoup passer. Je me rappelle d'un match à Caen où il est horrible. Le match contre Montpellier, il est horrible aussi. En fait, la forme de Mandanda dépend beaucoup de l'humeur du vestiaire en général. Et surtout, ce qui fait du bien à voir, c'est qu'il ne fait plus sa tête de dépressif après les buts encaissés. Ouais, ça faisait mal au cœur. Après, les gardiens, ils font tous cette tête-là. Le truc, c'est que lui, avec ses grosses lèvres, c'est tout de suite expressif. C'est même pas contre lui que et que c'est devenu un mème parce que tout le monde les filme. Mais en soi. C'est un jeu au dérapage. Quoi, c'est pas ni caricatural ni raciste de dire que Mandanda a des grosses lèvres. Attention, c'est un constat. Là, tu vas faire une Sarkozy. Fais attention. Sachez que moi, j'ai des très petites lèvres. Mais voilà. Je marronne fort de Mandanda. Mais voilà. Donc, c'est pas méchant. Attention, personne pourra dire quoi que ce soit envers moi, Mandanda. Je suis le. Mon premier. Est-ce qu'on a le droit de le dire mon premier arrobas sur Twitter, c'est Mandanda Amour. Donc, on reviendra sur Mandanda après, mais juste pour conclure sur cet état d'esprit, il y a Azir qui fait un très bon tweet. Azir qu'on salue, il est pas avec nous aujourd'hui. Ah, le grand. Qui est sur le hashtag Passe-Malon, il nous dit un simple gif à février les Parisiens. en référence au tweet de Dimitri Payet. Un gif qui date. Oui, c'est vrai. Combien de temps qu'on le voit celui-là? Oui, le fameux. Très longtemps. Il fait référence au tweet de Payet après la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, où il y a ce fameux logo de l'OM qui, l'étoile, le logo du PSG, c'est un gif qu'on a vu depuis très longtemps. Mais c'est vrai que, est-ce que finalement l'acteur majeur de ce match, c'est pas Payet qu'il a été il y a 3 semaines? Oui. Ah mais clairement. Quand tu vois ce qu'ils lui ont fait, c'est complètement ça. Bah oui, quand que tu vois un Paredes qui rentre exprès pour le castagner entre guillemets. Oui, il a été très mauvais dans ce rôle de Jean-Louis. Ah ouais, c'est vrai. Pour raconter encore nos vies, vu qu'on a regardé le match ensemble, quand on a vu Strootman et Paredes rentrer, on a dit le match est fini. C'est la bagarre. Oui. À ce moment-là, on savait que c'était fini. On a dit c'est bon, voilà, on sait à quoi ils vont servir les deux. D'ailleurs, j'avais vu un très bon tweet sur ce sujet-là qui disait merci messieurs d'avoir messieurs les entraîneurs d'avoir éliminé cette fin de match en faisant rentrer Strootman et Paredes, mais c'est vrai que les deux. C'était complètement. Strootman il est rentré, il a pris son carton jaune, sa faute d'anti-jeu. Ah mais Strootman quand il a vu la bagarre, il était aux anges. Tout de suite. Messieurs, on va basculer sur un autre sujet sur ce match. C'est le sujet qui fait un peu la une de l'actualité en ce moment, même hors football. C'est ce fameux accrochage entre Alvaro González et Neymar. Donc des accusations de Neymar envers Alvaro, les accusations d'insultes racistes. Le clan Alvaro qui rétorque oui mais Neymar nous a insultés avec des insultes homophobes. Enfin bon, on va pas revenir sur tout ce qui s'est dit. Mais au-delà de ce sujet qui est très sociétal, moi j'ai envie d'évoquer quelque chose d'autre avec vous. Quelque chose d'autre qui n'a pas trop été évoqué je trouve dans les médias, c'est à quel point les supporters parisiens sont à fond derrière Neymar, à quel point les supporters marseillais sont à fond derrière Alvaro, un peu aveuglément même. Est-ce qu'on n'est pas là à l'apogée d'un clubisme qui est vraiment presque pathétique et c'est naturel qu'on soit derrière Alvaro parce qu'on est Marseillais et qu'on n'a pas envie qu'il ait dit des insultes racistes, on espère qu'il n'a rien dit. Mais sur les réseaux sociaux en tout cas, je trouve ça terrible. Pas tant que ça, moi j'ai remarqué par rapport aux supporters marseillais qu'il y a quand même eu beaucoup de retenues, il y a eu quand même beaucoup de demandes. Si Alvaro a pu dire ses propos qui se cassent de notre club, complètement. Il y a eu beaucoup de tweets. Là où chez les Parisiens, sans être dans le supporterisme bébête, même sur les propos homophobes, il y a du soutien très. Oui, très mais ça fort, a toujours existé dans le football. Mais par exemple, pour les propos homophobes. On se souvient que l'an dernier, quand le gouvernement avait essayé d'aseptiser les stades en faisant arrêter chaque match dès qu'il y avait des insultes. C'était marrant ça, tu te rappelles ? Tout le monde s'était révolté. Et là, ce matin, c'est les supporters marseillais, la Tubohem, qui a mis en top tweet Neymar homophobe. Enfin, voilà, le décalage est drôle quand même. C'est pour ça que je dis, on est arrivé à une forme de clubisme où on en vient à soutenir nos joueurs, peu importe ce qu'ils ont fait. C'est du support. C'est du. Comment chauvinisme. ça ? Pas du chauvinisme, c'est du troll.
Ouais. Oui. Ouais, c'est du troll. Oui, le Neymar, quoi. le Neymar homophobe, c'est du troll. Non, Par contre, moi je pense qu'il y a une grande par contre, partie ce qui qui se sont très sérieux sur ça. Ah ouais Ah, je pense. moi j'ai lu beaucoup de trucs ce matin, ça m'avait l'air un peu second degré. Parce je que tu pense. as une tweet. Non, je Twitter suis allé sur le hashtag. Bon, bref. Après, il était pote avec Thiago Silva, donc J'ai pas voulu la faire et Dieu sait que je me suis retenu. moi je peux. Non, mais c'est vrai que cette histoire fait beaucoup parler. C'est pathétique. Après, si Alvaro, même après qu'il l'ait dit, même s'il l'a dit juste pour faire péter les plombs à Neymar, ça a pas sa place. Après, moi j'ai vu aussi certains, oui, mais il fait des snaps avec Bounassar et des TikTok avec Rokia. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Moi je suis pas raciste, mais si je venais dire à Cisco, espèce de macaque, même si au fond je suis pas raciste, ce genre de propos ça a rien à faire. Évidemment. Déjà, premièrement sur un terrain, peu importe le maillot, mais surtout à l'Olympique de Marseille, quand on Tout à fait. connaît l'histoire de Marseille et sa lutte antiraciste, et aussi au fin des années 80, début 90, parce qu'à l'époque c'était aussi c'était grandiose sur le terrain, mais l'OM a fait la bagarre et la guerre à une partie d'extrême droite de ses supporters qui n'est plus aujourd'hui. Donc quand on connaît l'histoire de Marseille, la ville, Marseille, le club par rapport à cette lutte-là, la moindre remarque n'a pas sa place. Et surtout quand on connaît le CV de Jacques-Henri Hérault, enfin je dirais plutôt le casier judiciaire de Jacques-Henri Hérault en matière de licenciement, en ce qui concerne Bedimo, Adil Rami, tout ça, si Alvaro, et moi c'est ce que j'ai dit lundi matin, s'il l'a dit, il faut à tout prix que la punition soit non seulement exemplaire mais sèche, mais par contre, on va pas le punir sur des accusations. Exactement. Ça a été dit sur Twitter, ça a été dit dans l'after qui a fait une grande, je vous conseille l'after de lundi qui a fait toute sa première partie sur cette affaire. Téléfoot a 157 micros et une trentaine de caméras autour de la pelouse. Il y a eu le journaliste de Téléfoot, Thibault Leroll, qui s'est expliqué en disant qu'ils n'avaient pas à ce moment-là la caméra isolée sur Neymar. D'accord, c'est possible. J'ai fait un peu de réalisation, c'est un peu mon métier de réalisation de matchs de football. C'est vrai qu'on ne peut pas être partout à n'importe quel moment, peu importe le nombre de caméras. Après, sur les micros, qu'on n'ait pas entendu ce qui s'est dit, pour moi, c'est impossible. Donc, eux, ils ont sorti un extrait où il y a notre ami qui était traducteur pour l'OM à l'époque de la fin Bielsa et début Nicolas Michel, Faure. Nicolas Faure, Mm. qui... Ni commentateur sur ni Twitter. commentateur sur Twitter, déjà je vous le conseille en règle générale, mais surtout pour cet épisode. Je veux bien qu'il y ait beaucoup d'un coup de spécialistes labial dans la communauté football Twitter. Autant lui, j'ai envie de lui faire un peu plus confiance que les autres. Et lui, en plus, vu qu'on le suit depuis un moment, parce que je ne le connais pas personnellement, on sait qu'il lui aussi est très attaché à cette cause-là et qu'il est très 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 intransigeant sur ces questions-là. Donc très franchement, je ne le vois pas mentir sur ce qu'a pu dire Alvaro, parce que le mec est parfaitement bilingue, donc il a pu un peu comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, Neymar est très loin d'Alvaro sur l'action. Ouais. Donc peut-être que lui aussi a mal compris. Le client Alvaro, donc, en tout cas, se défend. Et c'est son agent notamment qui a pris la parole hier, qui donc, a dit Alvaro n'a pas dit mono, donc singe en espagnol, mais bobo, qui veut dire imbécile, idiot en espagnol. Donc mono, bobo, ça se ressemble dans un stade, dans le feu de l'action. Peut-être qu'on peut entendre. Bonobo. Voilà. Il a fait un mashup. En tout cas, c'est la défense du clan Alvaro. Il n'empêche que, pour l'instant, la LFP a ouvert une instruction. On n'en sait pas plus pour le moment. Il y a Beansport et Moyen-Orient qui dit qu'ils ont des images. Après, on peut douter de la véracité. Voilà, parce que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, propriétaire du PSG, Nasser Al-Khelaifi et le prince Al-Tamim, propriétaire de Beansport Monde. On connaît les liens Nasser entre le PSG et Beansport. Donc, on verra bien de quoi ça va accoucher cette affaire. Donc, on ne peut pas vraiment se substituer à la LFP. De toute façon, c'est simple. Ils peuvent. De toute façon, tu ne peux pas trafiquer les images. Ah non, donc très franchement, je les encourage même à mettre toute leur énergie possible à trouver la vérité et qu'on la connaisse la vérité. Moi, d'ailleurs, je crois que c'était Chief Roca sur Twitter, qu'on salue aussi, qui disait qu'en fait il fallait absolument qu'on sache, c'était pas possible de rester dans cette certitude de savoir ce après les supporters parisiens qui demandaient à Alvaro de se faire suspendre à titre conservatoire en attendant. On n'est pas. Et on salue Alex Jacquin de RMC. Moi je salue pas. On n'est pas. On n'a pas attrapé charbonneur des réseaux. En PSG aussi en tête à claque. Donc non, c'est exactement ça. C'est un charbonneur. On dirait un charbonneur à qui on a mis un mandat de dépôt pour ceux qui connaissent un peu la justice française. Il faut le punir en attendant qu'il soit jugé. Ben non. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc on en saura plus peut-être la semaine prochaine. On verra bien si. Il faut juste laisser le temps faire et voilà, l'enquête faire. Voilà, c'est tout. Pas entendu beaucoup parler. Moi, ce que j'aime pas au-delà du clubisme, c'est la culture de l'instant. Il faut qu'on ait la réponse de suite. Oui. Ben non, il faut qu'il y ait une enquête, tout simplement. Parce que regardez, même avec le crachat de Di Maria, ce qui là pour le coup est très évident. Alors qu'on rappelle que le mec avait eu le Covid, était positif au Covid une semaine avant.
Et la Ligue avait les images, mais la Ligue a décidé, vu que la De le commission convoquer. c'était mercredi, ils l'ont convoqué une semaine plus Donc, tard, il le sera temps de convoqué délibérer. mercredi prochain. Voilà, le temps de délibérer les pour images une semaine plus agir tard. rapidement comme Voilà. ça. Et la sanction tombera mercredi après sa Sa convocation. voilà. Donc, Par contre, dans on le en saura contexte plus. actuel, s'il prend pas plus que tout ce qui a été dit cette semaine, Ah, c'est prodigieux. Selon le tableau, ça serait un scandale. selon le Il y a un barème, barème. il doit prendre 6 matchs. Minimum. Au Autant moins. que Kurzawa, donc. Au moins. Minimum 6 matchs. Parce qu'après, c'est une question d'intentionnalité, de direction. Oui, j'ai vu Je le. sais pas si vous avez vu le tableau des barèmes, c'est Oui. très drôle. Par exemple, tu prends pas autant si tu craches sur un officiel que si tu craches sur un joueur. Alors, ça n'a aucun sens. Hein. Ah, Ça n'a donc, il y aucun a des sens. différences d'êtres humains. Oui, comment voilà, ça se ouais. passe Non, mais surtout que c'est oui, des oui. différences qui sont D'accord. énormes. Par exemple, tu Ouais, vas t'as prendre 6 6 matchs, d'un matchs. coup, t'as 9 mois. Voilà, c'est ça. Enfin bref, ça n'a aucun Oui, c'est sens. un Donc, on en règlement saura plus, assez archaïque. Alors, désolé les gars, mais il y a Cisco qui a une bombasso à lâcher. Allez, vas-y Cisco, on t'écoute. Alors, d'après Manu Longeon, qui a ces informations, Un très bon journaliste de Yahoo Sport. oui, il y a une offre faite de l'OM pour Emmanuel Manuel Denis. Denis. Ouais, ouais, c'est lui qui en a parlé. Donc on suivra ça. Merci pour cette info. Manuel Longeon qui est très Merci bien à Chen informé. aussi. Ouais. Très bien informé, qui est très gentil. Oui, qui est, Je qui vous est conseille super mec. à le suivre sur Twitch. Ouais, Il y a c'est sa vrai. chaîne Twitch et je vous le conseille. Écoutez, on suivra ça. Merci Cisco pour. On va balancer C'est- la compo c'est de le gars de ASSE, Bruges. ASSE bientôt. C'est le gars de Bruges. Oui, c'est le. Oui, l'attaquant oui, de c'est Bruges, l'attaquant de Bruges. ouais. Ouais. Que monsieur Buteur contre le, Madrid. Ouais, l'année putain. dernière. le Sacha Tavolieri, le journaliste spécialiste belge d'RMC, a dit qu'il était intouchable pour l'OM parce que trop cher. Je me rappelle, il avait dit ça dans l'after. Oui, après, ça faisait référence à Oui, l'info de la oui, Provence oui, des bah. 5-6 millions. Au final, Non, mais c'était pas contre lui, c'est Ouais. juste je L'équipe donnais, a dit je qu'on donnais a un été prêt à constat. balancer 15-20 sur Darwin Nunez. Bon, c'est garé un voilà. petit peu, Ouais. Mais voilà, donc bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Messieurs, je vous propose de conclure sur ce match avec une petite revue d'effectifs. Vous savez, notre petit rituel, les phénomènes et les fatigués du match. Les phénomènes, les meilleurs joueurs, et les fatigués, Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fatigués sur ce match. Ouais, moi je sais lequel vous allez dire ça et je vais pleurer. Mais les fatigués, on le Ah, garde. non, fatigué. on est Messieurs, vos obligé. phénomènes du match. Boubacar de ce Kamara, match je l'ai PSG, dit ouais. tout à l'heure, Ouais, au moins c'est fait. Au top, ouais. Oui, je reste sur Boubacar Kamara. J'ai vu le tweet de 13-013 justement sur notre débat. Quel a été pour vous le meilleur Olympien? Il y a beaucoup de réponses concernant Mandanda. C'est Ce vrai qui est pas- ce qui que est sans son compréhensible. arrêt à la 2e minute, ça change tout. Mais franchement, le match de Kamara, il est vraiment impressionnant. Je vous invite à le regarder. Parce que au-delà de la récupération de la balle, il ressortait aussi la balle proprement, quitte parfois à éliminer son vis-à-vis. Il a énormément progressé sur ça. Sur ses appuis, il a été incroyable. Non, il a été très Sur bon. ses Et appuis, de mine de rien, manger les coups, on sur deux, taquine trois un peu le Paris Saint-Germain, mais c'est pas une opposition Ah oui, c'était nulle pas- qui est en face, quoi. Donc non, il a été monstrueux. Donc moi aussi, je reste sur Darkos Kamara. Et sous le tweet de notre ami 13, c'est unanime hein, pour Mandanda. Je pense qu'on on a. Ouais. Parce ouais. qu'il sauve les meubles. Non, mais je comprends aussi. Ah, mais surtout en fin de match aussi, ses sorties aériennes. Oui, oui, il a été- Non, mais en vrai, il est 1,5. Hein. Il est 1,5, c'est juste dans le jeu, l'importance de Boubacar Kamara. Et surtout dans le jeu sans ballon pour moi. Avec ballon, déjà, c'est fou. Très Mais intelligent dans tactiquement le jeu aussi, sans hein, ballon, c'est dans le vrai. jeu sans ballon, il a été impressionnant. Très intelligent, très intelligent. Sur la fin, soulager sa charnière centrale, comme il a fait. On n'a pas un gars de 19-20 ans sur le terrain. On a Oui. l'impression d'avoir un vieux C'est briscard. un patron. qui- C'est un oui, patron. Ça me permet d'embrayer sur un sujet dont je voulais qu'on évoque après, mais on peut l'évoquer maintenant. Est-ce que Kamara s'est définitivement installé en numéro 6 là? Force est de constater que oui, je pense. Le niveau avec lequel il joue depuis son remplacement en début de saison dernière est trop impressionnant pour qu'on daigne le repasser derrière. En fait, il est trop soyeux balle au pied pour qu'on on lui enlève une trentaine de ballons à jouer. Et Et rendons- Vas-y, Cisco, vas-y. Je voulais dire rendons grâce à Rudy Garcia. Oui, qui c'est au vrai, début, elle qui au est- début l'a lancé C'est en vrai, six. c'est vrai. Et justement, quand il avait fait ça, j'étais franchement dubitatif. Je crois que beaucoup étaient dubitatifs. Pour moi, à l'époque, Bouba, c'était un stopper et c'est tout, quoi. Et là, non, mine de rien, il a progressé et ouais, pour la suite de sa carrière, on peut envisager qu'il soit placé en tant que 6 sur le long terme. Et surtout quand tu vois la concurrence au poste de défenseur central en équipe de France, bah, s'il peut, même s'il n'était pas parmi le bas du panier, hein, il était même moyen haut, s'il peut s'enlever de cette concurrence-là pour aller en 6 ou sur les générations futures, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de concurrents, bah, pourquoi pas. Hein. Et surtout pour un mec pour un sélectionneur comme Deschamps. Ah, avoir un joueur qui peut passer aussi bien d'une Aussi défense bien à 3, défense ouais, centrale, Qu'il soit polyvalent, exactement. je suis d'accord avec ouais. toi, c'est faut pas qu'il oublie que c'est aussi un défenseur central, donc moi ça me dérangerait pas qu'il y aille faire un stage de temps en temps. Enfin, pour moi, c'est le troisième défenseur.
Moi, si Alvaro ou Kaletakar est pas là, j'aimerais bien que ce soit de Bouba qui descende et pas Balerdi. Contre Brest, ça a été Balerdi qui a été préféré. Oui, Camara, il a joué au milieu avec Strootman, mais parce que tu vous as oubliez complètement Loïc Perrin. Lucas Perrin. Lucas Perrin, pardon. Malheureusement, je pense que le recrutement de Balerdi lui fait beaucoup de mal. Déjà que l'an dernier, il a joué 3 matchs, le pauvre. Ouais. Je pense que le recrutement de Balerdi l'écrase complètement dans ce groupe. Mais oui, il a été trop impressionnant depuis 6 mois et surtout, peu importe l'adversaire à chaque fois, parce que contre Lyon à domicile, il est incroyable. En début de saison aussi, en fin de saison avant le Covid, c'est un des meilleurs Marseillais. Non, mais il a franchi un cap. Hein, et là, franchement, clairement. le match qu'on a vu dimanche de lui, pour moi, c'est son meilleur match depuis qu'il est en pro. Et bon, ça laisse que présager du bon. Sous le tweet de notre ami 13013, il y a beaucoup de tweetos qui nous mentionnent le nom de Rongier aussi. On apprécie la Un peu trop brouillon balle au pied pour pouvoir le mettre dans cette équipe. Non, pas forcément. Non, c'est juste que avant que l'OM marque, il prend l'eau comme tout le monde. Après, il sort la tête de l'eau. Et en effet, après le but, il a été très bon. Mais... Très maladroit. Oui, dans sa conservation du ballon, mais pas dans les transmissions. Oui, il a perdu beaucoup de ballons. Après, c'était logique, ce tour des prises à 2, des prises à 3. Mais même à ce niveau, il a été mieux après. Oui, vraiment, c'était mieux, mais bon, c'est pas le niveau. Mais pas le niveau non, pour répondre à ce tweet de 13013, non, moi je le mettrais pas dans le top 3, même si j'ai beaucoup d'affection pour Angers. Mais non, faut pas oublier qu'il a vraiment pris l'eau au début. Là, je suis en train de réfléchir de tête, top 3. On a du Amavi sur son tweet. Ah oui, moi évidemment. Amavi a fait un super match. Ouais. Pareil, c'est son meilleur match à l'OM. Amavi a fait un super match. Pour moi, c'est Bouba, Steph, Jordan. Enfin, Camara, Mandanda, Amavi. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de match qui convient à Amavi. Souvent, les matchs contre le PSG, il est pas dans les poubelles. Il a besoin d'être motivé, il a besoin d'être mis en difficulté pour se réveiller. C'est un peu. C'est bien vrai. C'est un dormeur. Parce qu'il me semble que c'est l'année dernière, où il sort à la mi-temps d'un match, je sais plus contre qui, et il est remis ensuite contre le PSG. Oui, je sais plus du tout. Et il a été plutôt bon. Ouais, c'est ça, je suis pas fou. Oui, juste avant Paris, il est mis à l'écart, mais je sais plus contre qui c'était. Oui, mais ensuite il rejoue contre Paris, et je me rappelle qu'il avait été plutôt bon. Donc c'est peut-être le genre de mec qui a rappelez-vous, il avait fait un très bon match aussi contre Brest. Mais c'est un joueur qui a besoin d'être bougé, qui a besoin d'être remis en question et tout. Il a aussi mal vécu la dernière saison de Garcia, où il a été avec Germain un des pires joueurs de l'effectif. Eh bien, tant mieux. Et on connaît les liens d'amitié qui le lient avec Dimitri Payet. Donc s'ils ont envie de faire les efforts à deux pour faire quelque chose, ça peut être que positif. Il y a aussi une prolongation en jeu, il me semble. Oui, il lui reste qu'un an de contrat, ça on l'a pas dit. Il devrait prolonger d'ailleurs, selon ce qui sort un petit peu dans les médias récemment. Oui, il a tout intérêt à prolonger, parce que si c'est pas en étant agent libre qu'il ira dans un plus gros club. Pour finir sur les phénomènes de ce match, on peut évoquer le match de Thauvin, messieurs. Buteur, certes, mais même au-delà de son but. Des matchs comme il a l'habitude de faire depuis qu'il est à l'OM, hormis la saison Bielsa où en fait tu domines pas, où tu n'as pas beaucoup de ballons, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut beaucoup défendre pour aider Sakai, qui se tape Neymar, donc c'est très difficile. Et il faut qu'il soit décisif sur une ou deux actions qu'il aura dans le match. Et ça, on sait qu'il sait le faire. Et il a bien fait. Et on sait que dans l'état d'esprit, Thauvin, c'est toujours un des joueurs les plus motivés et plus remontés de l'effectif, surtout dans ce type de match. Après, le problème à chaque fois, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est pas qu'il ne le veuille pas. Messieurs, alors pour petite parenthèse, on revient sur le match de ce soir au MSSE. Donc c'est Sissoko qui me montrait ça. La composition de l'équipe vient de tomber. En tout cas, c'est l'équipe qui l'annonce. Donc ça donne du Mandanda dans les cages évidemment. Une défense à 4 avec Sakai à droite, Tchaleta Tsar, Alvaro dans l'axe et Balerdi à gauche, titularisé arrière gauche, le petit Argentin. Un milieu et le milieu et l'attaque, c'est semblable à ce qui a été fait dimanche au parc. Donc Rongier et Camara Gay au milieu et Thauvin Lopez Payet en attaque. Rongier Camara Gay. Il n'y aura pas Sanson donc. Non, pas c'est Rongier Camara Gay et Thauvin Lopez Payet devant. Il a repris l'entraînement. Et Morgan Sanson est sur le banc. Il a repris l'entraînement avec le groupe que hier. D'accord. Donc cette surprise, Balerdi titularisé sur le côté gauche, on va voir ce que ça donne. On reviendra après sur ce match pour conclure sur PSG OM. Rapidement, messieurs, les fatigués du match, est-ce qu'il y en a il y en a un qui a fait une rentrée cataclysmique, je suis obligé. Je vais peut-être une fixette dessus, mais c'était une succession de choix aussi incohérents les uns que les autres. Notre ami serbe, dont je ne vais pas mentionner le nom. Idriss me regarde, je vous dis, parce que Idriss me fixe des yeux avec un regard de chien battu. Parce que toi et moi, on sait très bien de quelle action je veux parler. C'est quand même le seul joueur de l'histoire
qui a réussi à se prendre un auto-sombrero par un, Il s'arrête ensuite. par un c'est rebond, ça, le par un pire. rebond, et derrière il s'arrête. C'est prodigieux. Parce qu'il faut dire, à ce moment-là, quand il y a eu cette action, on a eu Amaès qui a failli péter la baie vitrée, et Mathieu et moi qui nous sommes regardés, et on a explosé de rire tellement il est bête. C'était nerveux limite parce qu'on était tendu au possible et c'était. Bah non, c'est là où j'ai perdu ma voix, je crois justement. Il m'a fait péter les plombs. Bah, on va pas dire ce que t'as dit parce qu'on est à la Oui, radio. oui, mais, voilà. mais C'est incroyable d'avoir une quelques caution noms d'oiseaux qui ont football volé. aussi faible. C'est un truc. il est impressionnant comme Vraiment il est bête. dingue. Hormis Radonjic, Je l'aime pour ça. hormis Radonjic, est-ce qu'on peut évoquer peut-être Gay qui a été un peu Ouais, plus en il a difficulté, été pas en Gay difficulté, Dans mais le 11, après, oui, Gay. Tu on peux peut pas pas lui en l'en vouloir, vouloir, c'est ouais. un gamin qui découvre Voilà. ce niveau, mais oui, ça a été le moins bon du 11. Avec peut-être même Lopez. s'il a été dans Lopez une position aussi, très Cisco, ingrate, Lopez. Ouais, mais Lopez au final il a bien fait ce qu'il avait à faire en fait. Oui. Le C'est peu de très choses. difficile de De le noter parce qu'il était pas à son poste. Ouais, donc à Tactiquement, choisir, je dirais Gay. ouais, le coup tactique a pas marché, mais sinon ce qu'il avait à faire dans sa conservation de balle et tout, il a été très Ce propre. sera plus intéressant de voir Gay ce soir d'ailleurs. Dans une Lopez configuration aussi, de du coup. match et Lopez aussi effectivement. Et du coup, je crois qu'il y a une erreur dans la compo parce que sur le site de l'équipe, ils annoncent Gay titulaire, mais sur l'application, ils annoncent son son. On va suivre Donc ça. on verra dans Ça quelques va minutes. tomber de 10 Suspense. minutes à l'autre. Je vous propose de marquer une petite pause musicale et je sais pas si on va encore parler de PSG OM, il est 19h40, peut passer à autre chose. On va passer peut-être sur OM SSE après la pause. Comme En tu tout cas, restez avec nous et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le hashtag Passe ton ballon. On vous lira à l'antenne. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. De retour sur rk13.fr pour l'émission Passe ton ballon, cette troisième de notre fameuse émission qui, on l'espère, on va en appeler d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Enfin, beaucoup. Merci pour vos messages. Merci, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le hashtag Passe ton ballon. On ne peut pas tous les lire à l'antenne, vous comprenez, on est dans le feu de l'action. Il y a Idriss qui parle beaucoup, donc faut lui laisser la parole. Mais le chêne là qui nous envoie plus de messages. Il me regarde. C'était gratuit. Le chêne qui nous envoie des messages. Oui. C'est pas celui qui voulait se battre contre Payet. Le chef, on te salue en tout cas. On a vu ce que tu nous as envoyé. La photo qui a été prise au Vélodrome pour le match de ce soir. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a écrit c'est Marseille bébé en plein sur toute la Gagné. tribune gagnée. Voilà. Qui, on le rappelle, sera face aux caméras. Voilà, donc de Téléfoot. c'est original. Ouais, c'est du troll. C'est drôle. On va dire que c'est drôle. On a beaucoup de messages. On a Yesaïdou qui nous dit Balerdi à gauche, on dirait une défense à 3 et Sakai ne monte pas beaucoup, équipe défensive, donc il part de la composition de ce soir. On va en parler, la composition pour OM SSE. Messieurs, donc on va la répéter. Donc cette défense à 4 avec Mandanda titulaire. Une défense avec Sakai, Tchaleta Tsar, Alvaro et Leonardo Balerdi à gauche, donc en l'absence de Jordan Amavi et la non-qualification de Nagatomo, c'est l'ancien joueur de Dortmund qui va prendre le poste. Et ensuite une équipe similaire à celle qui a évolué dimanche au Parc, donc un milieu Camara, Rongier et Gay, et une attaque Lopez, Thauvin et Payet, donc une composition finalement avec une seule surprise, c'est celle de Balerdi. Mais il fallait bien remplir ce poste d'arrière gauche. Messieurs, déjà un petit mot sur cette composition. Je suis vraiment déçu sur. Rokia était dans le groupe. Il a fait partie du groupe des 22, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, oui. Et je suis vraiment déçu. Je me demande qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit montrer pour ne serait-ce qu'avoir sa chance. Non, Rokia. On va laisser la parole à Oui, Idriss oui, qui connaît c'est- bien le Alors, centre de formation, notamment Christopher je connais Roca. plutôt bien le dossier. Alors, Christopher Roca, c'est tout simplement cramé tout seul, si tu veux savoir. D'accord. Bon, il y a du monde qui nous écoute. On va pas non plus, même si c'est un secret de polichinelle, tous ceux qui traînent un peu dans le milieu maintenant sont un peu au courant. En fait, c'est ressorti pendant la conférence de presse où Villas-Boas l'a brûlé devant tout le monde. On va dire qu'il s'est blessé avant, En fait, avant la saison. Il y a eu un foot d'organiser quelques jours avant la reprise de l'entraînement. Et c'est là où il s'est fait sa grave blessure au genou, qui aurait pu être plus grave parce qu'au début, il avait peur pour ses ligaments croisés. Et au final, c'était juste une grosse torsion du genou et ça lui a causé 1 mois d'arrêt. Et Villas-Boas a appris comment il s'était blessé et donc a jugé que le comportement n'était pas du tout professionnel et donc a rayé Christopher Roca de la hiérarchie. D'accord. Donc vu qu'il est là et qu'il n'a pas trouvé de club, parce qu'il lui a signifié qu'il pouvait partir, ses agents ont même essayé de rejoindre Sochaux pour essayer de gratter quelque chose. L'OM ne veut pas le libérer et demande une somme de transfert qui n'est pas exorbitante, mais pour Sochaux, ça reste ce que c'est. Donc ils sont en train de lui chercher une porte de sortie, un peu comme avec Flippono, un peu comme avec Bala et Chabrol, ces 4 joueurs élites
de la N2 l'année dernière, mais Rokia, non, ne devrait, sauf vraiment cataclysme incroyable, ne devrait pas jouer une seule On minute essaie cette saison. en tout cas de trouver un club parce qu'il sort d'une belle saison avec Sochaux. C'est Complètement, dommage, complètement. Et puis vraiment, c'est pour ça que Villas-Boas est vexé et c'est pour ça qu'il l'a mal pris. C'est parce qu'il lui avait signifié qu'il comptait sur lui parce qu'il savait que le club il n'avait aurait pas beaucoup certainement d'argent. été titulaire ce soir. Et il aurait sans cette blessure. il aurait même pu jouer. Bon, bref, je vais pas revenir sur ça. Mais oui, il aurait été titulaire ce soir sans aucun doute. Et surtout, il aurait eu un capital minute beaucoup plus élevé lors des 3 premières journées, enfin des 2 premières journées des matchs de préparation. Donc c'est Leonardo Balerdi qui évoluera à gauche à la place de Jordan Amavi suspendu. C'est un choix assez surprenant du coup. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment très surprenant. Franchement, on n'en a aucune idée. Ouais, Balerdi, c'est- on l'a. ouais, je sais pas si tu vois à Balerdi, on l'a gauche, vu jouer qu'une seule fois. On avait vu face à Brest, on avait dit qu'on en tirait plutôt des satisfactions parce que ça a l'air d'être un plutôt bon défenseur, très bon relanceur, mais qu'il avait besoin de se comprendre avec ses coéquipiers. Autant là en latéral gauche, mais alors j'en ai aucune idée. Après, ouais, vu que Sakai n'est vraiment pas bon à gauche, donc autant tenter une nouvelle option, quoi. De toute façon, Sakai ne pouvait pas jouer à gauche puisque Bounassar apparemment n'est pas remis encore Oui, donc, à 100%. voilà. Donc, Et pour le coup, c'est compliqué. lui, Ali Mohamed n'a rien fait, lui, par contre. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il est rayé de la hiérarchie. Tant que c'est pas le test qu'on avait vu pendant les matchs amicaux, Kawi. Ah oui, oui. Oula. Voilà, tant que c'est pas ça, ça va. Franchement, ça m'a traversé l'esprit dans la journée et j'étais- Bah non, la preuve c'est qu'il a pas fait. Non, c'est pas, fini ça. Oui, c'est- ça n'a pas, déjà, ça n'a pas fait ses preuves en match amical contre des très modestes équipes. Donc Exactement. j'imagine que face à Saint-Etienne, Las-Boas n'y a même pas pensé. Ah, elle est par Rudy Garcia qui veut. Le milieu de terrain, messieurs, avec c'est reconduit. Ce trident Rongier, Camara, Gay. Gay de nouveau titulaire. Donc ça va, comme on disait, ça va être peut-être plus intéressant de le voir dans Bah, cette on configuration de match. on aura plus le ballon. Oui. Donc déjà, ça sera plus simple pour lui. Et justement, il pourra davantage exprimer ses qualités offensives. Après, pareil, t'as pas 40 000 options. Donc il aurait Mickey, en fait. Ah, il aurait pu, Strootman aurait pu être titularisé. Sanson aurait pu forcer et jouer les 45-60 minutes. Ou alors il je pense qu'il va Ou rentrer. Lopez après. aurait pu redescendre d'un Voilà, il cran, aurait pu remettre il y avait Lopez plusieurs derrière options. avec Germain ou Ake devant. Non, mais Lopez, justement, vu qu'il a trouvé ce fameux système, ou du moins il veut le tester face à une adversité plus faible, justement. Là, on aura le ballon. Et là, on comprendra peut-être un peu plus son projet de jeu au niveau offensif, avec ce fameux positionnement de Lopez en 9,5. Donc ça ne me surprend pas de le voir enlevé du milieu. Villas-Boas avait expliqué donc ce système. Il souhaitait que Lopez joue plus bas que Thauvin et Payet, et ainsi pour que Thauvin puisse prendre la profondeur. Ouais, les deux qui repiquent dans l'axe, oui, pourquoi ça pas. se tient, ça se tient. C'est donc à voir ce que va donner ce système ce soir. Ça vous inspire quoi, Cisco? Lopez, nouveau titulaire en faux neuf, comme ça De toute façon, les faux neufs, ça m'a toujours fait chier. Ça m'a toujours énervé. J'ai toujours trouvé ça fausses bonnes idées. Ou alors il faut être l'Espagne et jouer. Et avoir 80% du ballon. Voilà, c'est ça. Voilà, y avoir une grosse position de ballon. Non, pour moi, c'est pas très compréhensible. J'aurais plus mis. Moi je m'attendais à avoir Marilaké titulaire. Non, plus Radonic. Ah oui. Ouais. Tu es un homme grand. Non, sincèrement. Même contre Paris, je m'attendais aussi, peut-être, s'il n'y avait pas Benedetto, à avoir Radonic. Pour tout ce qui est prise de profondeur, etc. Lopez, de toute façon, moi, j'ai jamais aimé Lopez. C'est un grand débat au sein de la communauté marseillaise, celui de Maxime Lopez. J'ai toujours été un Anguissa fil plutôt qu'un Lopezophile. Mais non, ça me dépite sur l'ambition de jeu de Villas-Boas, justement. Dites-nous ce que vous pensez de cette composition sur le hashtag Passe ton ballon. Pour rester sur le cas de Maxime Lopez, c'est quand même très particulier. Il était un peu mis à la cave, on l'a un peu perdu de vue, on l'a même annoncé très proche de quitter l'OM. Et là, il se retrouve titulaire dans le classique, pas le classico. Et de nouveau titulaire au Vélodrome dans un poste qui n'est pas le sien. C'est très surprenant cette gestion de Maxime Lopez. Oui, tout à fait. Après, je préfère le voir dans l'axe, même si c'est aussi haut sur le terrain que sur un côté. Sur un côté, à part avaler les kilomètres pour le repli défensif, il ne sert à rien. Donc, à voir. Peut-être qu'il est plus à l'aise finalement plus haut sur le terrain qu'en 8, comme ça l'a été durant toute sa carrière. Il a été formé numéro 10, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui, il a été formé numéro 10. Oui. Ouais, mais il a souvent il a joué. jamais évolué à l'OM. Non, il a Si, joué en si, 8. Si, Ouais, quelques au début. Non, Au mais- début. Non, même pas au début. C'est parce qu'au début, on joue en 4-3-3 et c'est là qu'il fait les 6 premiers mois. Non, c'est pendant la deuxième saison Garcia, celle où on va en finale d'Europa League. Ah oui, il y quand avait Payet- des matchs où on jouait en 4-2-3. Quand Payet n'était pas là, on jouait en exact. 4-2-3-1. Cette saison-là, on a quasiment toujours joué en 4-2-3-1.
Quand Payet n'était pas là, c'était Lopez qui jouait en 10 et on avait vu qu'il avait beaucoup de mal à jouer en Ligue 1 dos au but. Parce que ce poste-là te demande de jouer beaucoup dos au but. Après, quand on a vu ce que Villas-Boas a réussi à faire avec Amavi, Radonjic et d'autres joueurs, on va voir parce qu'il a réussi à relancer Lopez à ce poste-là. Mais moi, je suis un peu comme Sisco. Bon, moi, comme Sisco, je suis très sceptique de ce poste parce que je déteste le principe d'un faux neuf. Enfin, à la limite, je suis pas très contre quand tu as deux ailiers intérieurs qui vont prendre la profondeur, qui vont rentrer dans le dos. Mais non, parce que Payet, il prend 0 profondeur. Oui, non, mais c'est un mec qui repique dans l'axe a priori. Oui, mais il repique dans l'axe, aux abords de la surface. Et pour marquer des buts, c'est mieux d'être à l'intérieur quand même, des fois. Oui, mais il est capable de repiquer, c'est ça que je suis en train de te dire. Ce que mais je veux oui, dire, je vois, il prend moins la profondeur que Thauvin. Si c'est qu'il n'y a que Thauvin qui prend la profondeur, ça me gêne un peu plus. Après, bon, on va voir. Là, c'est donc peut-être mettre Radonjic à la place de Payet. Si tu veux vraiment jouer avec un faux neuf, c'est plus logique comme ça, ou alors Marley Ake, qui est plus profondeur axiale que Radonjic, qui lui par contre va juste déborder dans son poteau de corner. Mais t'as besoin. En fait, je sais pas. En fait, si tu veux jouer avec un faux neuf, les profils collent plus avec Marley Ake et Thauvin qu'avec Thauvin et Payet. Mais pourquoi pas, on va voir. En vrai, pour moi, ça n'a pas de logique. Si tu veux savoir, pour moi, c'est pas logique. Il y a mon côté machiavélique qui va ressortir. Est-ce que Villas-Boas ne fait pas ça aussi pour dire, envoyer un message à sa direction? En gros, je veux un 9 rapidement, s'il vous plaît. Oui, sans doute. Parce que là déjà, après, il a le carton rouge de Benedetto, je pense pas qu'il est prévu. C'est très clair qu'il ne considère plus Valère Germain comme un numéro 9 désormais. Là, je pense qu'on c'est vrai que là, c'est un sacré camouflé. Voilà. Ah oui, c'est un milieu droit maintenant. Ça, c'est horrible. Il a beau dire du bien de Marley Ake en conférence de presse, c'est un bon petit jeune. Il ne le titularise pas encore en Ligue 1. Mais pour moi, son poste, c'est pas dans l'axe. Donc c'est quand même peut-être un message aussi à sa direction de dire dépêchez-vous parce que vous voyez que s'il n'y en a pas Benedetto, c'est compliqué. Sans doute. Peut-être aussi. Je dis pas que c'est ça. Non, mais ça peut marcher en plus. Parce qu'on connaît un peu son côté. Il a ce côté un peu sceptique et politique et il aime bien un peu ça. Donc c'est possible. Tu fais bien de le mentionner. En tout cas, on verra ce que ça donnera ce soir sur ce match, messieurs. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question simple pour évacuer ce sujet de la composition. On va évacuer ça. Qu'est-ce que vous attendez là, de ce match? On sort d'une victoire au Parc des Princes sans avoir vu du jeu, mais en ayant vu un match, on va dire, animé. Ouais. Une belle victoire quand même qu'on a bien fêtée. Mais là, qu'est-ce que vous attendez de ce soir, de ce match-là? Du jeu, ça y est. Après, je suis pas, je vis pas dans le monde des bisounours. Je sais que l'OM ne va pas proposer un jeu flamboyant du jour au lendemain, vu que c'est pas la nature de ce qui a été proposé par Villas-Boas depuis son arrivée. Mais là, maintenant, tu as le capital point. Tu as le capital confiance, tu as enfin battu le PSG, tu es chez toi. Essaye de garder le ballon et de jouer, de créer des situations, de faire coulisser le bloc adverse pour trouver la faille, etc. Et pas juste tout le temps compter sur un exploit de Payet ou de Thauvin. Moi, j'en ai marre de voir ce schéma. Maintenant, il n'y a plus l'urgence de point, entre guillemets, parce qu'on fait un bon début de saison sur le papier. Autant essayer de se montrer plus ambitieux. Est-ce que ça sera le cas? Je pense que pour moi, le fait de mettre Lopez en 9,5, ça montre la volonté de Villas-Boas de vouloir garder le ballon, de partir peut-être un peu plus bas, de commencer les actions à 40-50 mètres et de trouver la faille. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas, mais au moins je pense que c'est l'intention. De toute façon, je crois qu'on n'a pas tellement le choix parce que je ne vois pas Saint-Etienne venir à fleur au fusil essayer d'attaquer. Et je ne pense pas que ce soit l'équipe qui ait le plus montré ça ces dernières années au Vélodrome. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on est tactique comme au parc n'est pas du tout adapté ce soir? Ils vont te laisser le ballon. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, et compter sur un exploit de Romain Amouma qui fait ces matchs. Ah oui, attention. Non, mais qui est bon début de saison en été. Et surtout, attention à Denis Bouanga. Il fait un bon début. Attention, Denis Bouanga, moi c'est plus lui qui me fait peur qu'Amouma. Adil Aouchiche aussi qui est un bon joueur. On va essayer d'avoir la composition de Saint-Etienne. Et ça va faire peur là, vous citer tous les joueurs de Saint-Etienne. Ça sera sûrement Charles. Jean-Michel Larquet, Dominique Rocheteau.
On parlera de Saint-Etienne Je suis après. trop mais- cliente si tu m'en de merde. On parlera de Saint-Etienne après, de ses illustres légendes, peut-être. On verra. Kader Ferraoui. Mais en tout cas, pour ce match ce soir, Idriss, Isco, vous attendez quoi vous? Est-ce que vous êtes un peu sur la même ligne que Maïs du jeu ou c'est plus le résultat encore? J'attends du jeu, mais il n'y aura pas de jeu. Il n'y aura pas de jeu, donc Voilà. c'est difficile. Je d'en sais, attendre. non, mais si tu me demandes ce que j'attends, voilà, mais On attend du jeu, ouais. oui, je vis pas dans un monde parallèle. hein. Du moins une victoire convaincante, à défaut d'être Voilà, ben, emballante. Moi, je sens, encore une fois, c'était une tweetasse qui avait posé une question sur. Ça fait rire Idriss au tweetas. Oui, c'est pas moi qui. C'est qui pas le regarde mot, ce genre c'est de comment truc. il le dit. qui avait posé les questions sur Paris. Moi, j'avais vraiment Paris. J'avais mis que l'OM n'encaisserait pas de but contre Paris. J'étais vraiment serein sur ça. Je savais pas qu'ils allaient en mettre un. Et là, je suis un peu dans la même lignée. Ça va être soit un truc tout pourri 1-1, soit un 1-0, un 2-1 pour Marseille, mais pas de jeu. Ça va être En fait, un farmer. au-delà d'avoir du jeu, moi ce que je veux, c'est un sentiment de domination. Ce que j'attends maintenant que tu as battu Paris, là, les prochains matchs, c'est Saint-Etienne, dimanche, c'est Lille. Tu vas affronter Lyon dans 3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le 4 octobre, je crois. Ouais, juste avant la trêve internationale encore. Donc, ce que je veux, c'est asseoir ta domination sur tes concurrents La directs. maîtrise. Voilà, vraiment, je veux que Saint-Etienne, à l'heure de jeu, ils se disent il reste une demi-heure, on va faire tourner parce que dimanche, on a match. En gros, qu'ils lâchent les armes. C'est ça que je veux, au-delà d'avoir du jeu. Parce que Parce que après, du jeu, comme disait Cisco, on n'en aura pas. on n'en aura pas de toute façon. Donc, on peut oublier le côté esthétique. Maintenant, il faut que cette équipe soit tueuse. Et je veux pas, bien évidemment, parler du côté castagne, du côté Là, faire des pour- fautes non, et tout ça. là, Non, pour non. le coup, tu l'as assez depuis le début de la saison. T'as pas eu 50 000 C'est occasions. vrai. Je suis Non, d'accord mais- avec Ah toi, si, regarde le nombre d'occasions qu'on a. Pas au niveau du réalisme, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que je Ah veux. bah oui, tu t'exprimes mal. L'équipe, On se comprend pas. ouais. T'as vu comme il est méchant. Oui, une équipe concurrente, merci Mathieu. Ouais, C'est tueuse, c'est non ça. Non, une équipe concurrente, il a raison Mathieu. Ce que je veux dire, c'est que je veux que Saint-Etienne n'approche jamais de la surface. Que quand ils approchent de la surface, ils sont en situation de 2 contre 5. Que dès que l'équipe passe la ligne médiane, tu sens qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Je veux un OM fort, au-delà d'être un OM esthétique. On se rappelle l'année dernière, donc le match OM Saint-Etienne avait lieu à peu près à la même période. On avait vu un 1-0. Belle ambiance d'ailleurs dans le stade. Il y avait une très belle ambiance, c'était les 25 ans du C'était le commando but de ultra. Benedetto. Et c'est le Ah, premier voilà. but de Benedetto au Vélodrome. Je me rappelais plus du match. Avec une très belle action, mais c'était à peu près, je me souviens, la seule action du match. On n'avait pas vu Oui, un très oui, grand oui, match. non, pareil, oui, c'était un match gagné à l'engagement, quoi. Voilà. Mais voilà, comme d'hab. J'annonce le premier but de Rongier. Ah, les paris sont pris. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Cisco l'annonce depuis 1 an et demi. C'est vrai. À C'est toutes vrai. les émissions, et même à l'époque. Envoyez-nous vos sur pronostics, Feu- d'ailleurs. Sur Feu Radio Galère. Sur le hashtag passe ton ballon, on attend vos pronostics. Hein. Envoyez-nous les buteurs, les scores, on lira tout ça. Nkunku aussi. Oui, Oui, parce que pour l'histoire, Winamax vous propose de mettre Nkunku Ou là, 8 heures tu sous le match. cites. Allez, nom bet, de- click, Unibet, voilà, comme ça on est tranquille Bertilli avec le aussi est CS. coté à 3,12 en Voilà. buteur, alors qu'il n'est même pas dans le groupe. Non. Il jouera ce week-end, je vous invite, j'en Je comprends profite pas. pour faire la pub de la Vas-y. N2. Ce Le samedi, meilleur championnat du monde. le meilleur championnat du monde. Je ne sais pas s'il sera diffusé chez nos amis de Chronos, on attend leur signal. Mais samedi, au stade Saint-Exupéry de Marignane, la réserve de l'OM qui affronte Marignane-Gignac. Donc un très beau derby, si vous voulez venir voir, l'entrée est gratuite. Ben, le message est passé. Voilà, Ça fait c'est la juste petite pub. pour ceux que ça intéresse et que ceux que ça intéresse pas, tant pis pour les 10 secondes que je vous ai fait perdre. Non, si vous voulez voir l'équipe réserve de l'Algérie. Ouais, c'est surtout pour la. Marignane Gignac, c'est parfait. Je crois qu'il allait être sérieux. Cisco, non, c'est pas possible. Messieurs, en tout cas, pour évoquer l'éventuel résultat de ce soir, vous savez qu'en cas de victoire, on serait leader. Quand même, Ah au oui. bout de 3 journées. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est un petit peu significatif quand même Bah, du Si on moment- est au bout de 3 journées. Du moment où tu as joué Paris, c'est plus anecdotique. Oui, Parce que, Saint-Etienne, mine parce de que rien. tu pars d'avance avec 3 points de on serait la perdu. seule équipe à faire un 3 sur 3. Il n'y a aucune équipe en Ligue 1 qui l'a fait. Bah oui, parce que Saint-Etienne était aussi à 2 sur 2, donc il y en aura Voilà. obligatoirement un des deux qui perdra ce soir. Donc, Ah non, il peut y avoir un match nul. non, mais une des deux équipes qui verra Ouais. sa série stopper, messieurs les pointilleurs. Donc ça serait significatif. Pointilleux. Ah oui, pour moi, oui. Parce Oui, que- pointilleux, merci. Ouais, voilà. voilà, mais tu vas Ah, pas je suis mettre- fatigué. Oui, ça serait significatif parce que même si c'est que c'est la 3e journée, là. Enfin, c'est la première journée quand. C'est le Oui, 3e Oui, match. c'est un match en retard. Voilà, après 3 journées, tu as quand même affronté 2 équipes qui sont dans le top 6 du championnat, hypothétiquement. Donc, non, ce serait pas que significatif, ce serait bon signe même. Savoir que ce soir, après le match, donc je crois que la Ligue 1 sera à jour. Il n'y aura plus de match en match en retard. retard. Oui, parce que Paris a joué, Paris et Lyon Ouais. ont joué cette semaine aussi. Donc, Non, pour savoir si l'OM mettra une vraie emprise sur le championnat, je préfère attendre le match contre Lyon.
Qui arrive bientôt. Qui arrive Ce très sera la bientôt, 6e journée, je La crois. 6e journée. Et là, peut-être, on se dira si. Bah là, tu auras vécu un été où tu auras joué Lille, Saint-Etienne, Lyon et Paris. Donc après, il te restera Monaco et Rennes et tu auras affronté tout le monde. C'est dans une le top question 6. qui a beaucoup été posée, et ça a été posé à André Villas-Boas en conférence de presse avant ce match contre Saint-Etienne. Tout le monde s'est un peu enflammé après la victoire au parc. Il y en a même des journalistes qui lui ont demandé est-ce que l'OM peut jouer le titre cette année. Non. Je verra. lâche comme ça, hein, je Euh, vous lâche le steak. Vous... Là, ça fait juste 2 matchs. Faut pas oublier que l'OM va jouer la Ligue des Champions et que cette année va c'est faire très mal. resserré. Que tu vas avoir une On est série de d'accord. matchs incroyables en octobre et ça sera rebelote en novembre jusqu'à fin décembre. Donc après, c'est pas un secret. L'OM a un 11 pour très bien figurer en Ligue 1. Ouais, c'est Après, un est-ce 11 top qu'on a 3, un hein. 18 pour bien figurer sur les 2 compétitions? Je crois pas. Non, je Donc pense que très c'est compliqué. faut C'était voir nul. les recrues qu'il y aura et comme ça de là on va déterminer la profondeur d'effectif parce qu'on va, contrairement aux autres saisons, on va vraiment beaucoup jouer de matchs tous les 3 jours cette année. Donc Ah, littéralement. hein, Je pense que cette littéralement, question, tous elle, les elle, jours. elle vient pas du fait de l'OM, elle vient surtout du fait qu'on voit Paris en difficulté, qu'on voit Lyon en mais tu sais que difficulté. sur le long terme, Ah, Ah, exactement. parce on qu'une est saison, d'accord, c'est toi, 38 matchs. hein. On est d'accord. Il n'y en a que 3 là. On est d'accord. Ouais. Et Idriss, Oui. Pour toi, ça serait donc significatif. Toi, tu penses que ça serait, Cisco, tu penses que ça serait anecdotique, significatif d'être leader après 3 journées comme ça Non, c'est anecdotique. Ouais. Comment Moi, dire des mots comme ça C'est vraiment dans l'anecdote. Le fait d'être leader après 3 journées, non, ça veut pas dire grand-chose. On a eu d'autres journées où on a eu des camps leaders au bout de 3 journées. Exactement, c'est pour ça que donc, non. ça n'a pas trop de valeur finalement. De Non, toute façon, on n'a pas forcément. encore gagné. Donc, Voilà, après, moi, que je suis du même avis que Cisco, on en reparle après Lyon. quoi. Après c'est Lyon, vrai. tu auras Il y aura joué, eu 6 joué journées. 2 concurrents directs, 6 journées, tu es un peu plus fixé déjà. Donc, il n'est pas au mieux en plus en ce Donc moment. voilà. Et surtout, on va les jouer, donc tu as dit le 4 octobre. Je crois que c'est le début octobre. Ouais, donc le Décembre. premier week-end d'octobre, donc c'est Ouais, pas le ouais. 4. ouais. Dans la Ouais, section- le mercato sera juste terminé, donc il risque de perdre Aouar et Depay d'ici là. Donc on verra. Puis puisqu'on parle de section Paris, je parie que c'est Rudy Garcia le premier viré. D'ailleurs, on salue Rudy. hein. Ah, sur Salut la cote Rudy. des premiers, Merci des pour premiers tout. coachs virés. Non, c'est moi qui parie ça. hein. Ah, ok. Moi je parie ça. Je parie que c'est le premier coach qui sera viré. Moi, je le vois pas. Je le vois finir la saison. ouais. Il a gagné tellement de crédit sur la là. carte demi-finale Ligue des Champions. non, Il je a pense gagné trop de crédit. Il est trop Ah, fort moi je en suis pas d'accord avec politique, je suis pas d'accord avec vous. Moi, c'est pas la carte Ligue des Champions le problème. Moi, je pense que c'est un problème économique. Aussi, ouais, parce Parce qu'il qu'il lui reste encore un an de contrat. Lyon a perdu max d'argent à cause du Covid. Oui, mais ils vont en avoir pas mal avec les ventes, je pense. Mais regarde, hein, l'an dernier, ils vendent beaucoup, ils achètent pas pour beaucoup, et au final, ils ont les mêmes problèmes un an plus tard. Leur stade, il est privé, il faut le payer. Donc, Lyon a de vrais problèmes d'argent. Pour le virer, il va falloir lui signer un chèque. Déjà, les mois de contrat qui lui restent, plus une prime de licenciement. Enfin, une prime de licenciement, je sais pas très comment ça s'appelle, mais en gros, un chèque en plus. Et je pense pas qu'ils aient la possibilité de le faire. Ou alors, ils vont le faire fin avril, début mai, quand il restera un an à payer, quoi. Pour revenir sur le match de ce soir, on a quelques pronostics sous le tweet de 13013. On a Anna qui nous dit un partout, Sanson, Casery, source, mon match FIFA d'il y a 3 mois. On a aussi la source est fiable. Il faut dire que Casery persona non grata Oui, à voilà, la donc Saint-Etienne ça va être maintenant. compliqué. On a Omar qui nous dit 3-1 avec des buts de Payet, Tovin, Tatsar. On a du 3-1, du 1 partout. On a Julien qui nous dit 4-1 pour la SSE. Pas très optimiste, cher Julien. On a du 6-0 pour l'OM et on a Pop28 qui nous dit 40-0 pour l'OM. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. N'hésitez pas à nous envoyer encore vos pronostics sur le hashtag Passe ton ballon. Messieurs, on parlait de l'OM, on va parler un petit peu de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui reste sur 2 victoires en 2 journées, 2 fois 2-0 contre Lorient et Strasbourg. Est-ce qu'ils peuvent nous inquiéter les Verts ce soir? Toi, Idriss, tu hoches de la tête. Pour moi, oui. Parce que tout simplement, tu joues 4 jours après un match au parc qui a été très énergivore. Tu joues avec des absents, donc Amavi Benedetto. C'est une équipe qui vient de remporter ses 2 premiers matchs, donc qui est sur une bonne dynamique. Mine de rien, quand tu regardes, on parlait du 11 de l'OM qui n'a pas forcément un très gros 18, mais le 11 de Saint-Etienne, c'est quand même sérieux, même si hypothétiquement sur le papier, on est un peu plus fort, mais bon, on a déjà vu cet OM se faire renverser par moins bon. Et je me méfie toujours de ces matchs au Vélodrome, surtout que ce sera la première au Vélodrome dans un stade vide. Je me méfie toujours de ces matchs où on peut se faire surprendre. Vous savez, un vieux but, en plus Fofana, le Marseillais, l'ancien Herbel, qui va jouer au Vélodrome, son premier match au Vélodrome. Un but comme ça d'un Marseillais qui joue ailleurs, qui a été formé ailleurs et tu perds 1-0 à domicile, ce scénario, je le connais un peu trop. Non, Après, si tu me donnes 100 € à donner à parier tout de suite, tu me dis si tu perds, tu meurs.
Je les mets sur l'OM. C'est fort quand même. C'est pour pousser la métaphore. Non, tu es meilleur qu'eux sur le papier, clairement. Mais après, le souci, c'est que, voilà, comme l'a dit Idriss, ils font un bon début de saison. Puel a fait le ménage dans l'effectif. Il y a Mvila qui a dégagé. Il y a Boudebrousse qui va partir. Il y a Kazri qui devrait partir aussi. Et ils jouent sur ça, justement, sur cet état d'esprit où, voilà, on va renouveler un peu l'effectif. Et ça marche pour l'instant. Et en début de saison, voilà, les équipes ne sont pas aussi bien rodées qu'au bout de 15-20 journées. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Surtout que, voilà, faut pas oublier qu'on avait concédé quelques occasions face au PSG avant de gagner. Alors, j'ai la composition stéphanoise pour ce soir. Elle vient de tomber. Donc, Jesse Moulin dans les buts. Une défense avec Debuchy, Fofana, donc titulaire, Kolo Djekzak et Masson. Au milieu, on a du Camara, du Neyou. Et ensuite, le quatuor offensif, ce sera Aouchiche, Charlaby, Bonga et Amouma. Donc c'est une équipe. Ce sera Bonga et Amouma sur les côtés, Aouchiche, Sandjis et Charlaby. Moi, je trouve que c'est pas mal offensivement. C'est hein. très bon, c'est très bon. C'est Et pas mal du Mehdi tout, Camara qu'on peut signaler qui est né à oui, Martigues. Le Martegal, tout à fait, oui. Donc on a deux Et Wesley Fofana en défense. Bucco-Rodaniens dans cette équipe. Qui est titulaire malgré les rumeurs insistantes sur son éventuel départ du côté de Leicester. Donc, Ah oui, c'est pas mauvais, mais voilà, faut arrêter. Le 11 de l'OM est meilleur. Oui, Soyons sérieux. Le 11 de même qui n'est pas tombé encore officiellement. Hein, on surveille. Il y a de la rapidité devant. Hein. Ça va être dur à défendre pour nous. Hein. Ça va très vite. Hein. Bonga, Amouma, Abi, Aouchiche, ça court. Hein. Donc il va falloir faire attention dans le dos. Tactiquement parlant. Effectivement. Ça va être un match compliqué. C'est Stéphanois qui n'ont pas gagné au Vélodrome depuis le 10 août 79. Donc c'est parce qu'on parle souvent de la série Bordeaux. Voilà, c'est une série semblable à celle qu'on a malheureusement à Bordeaux qui dure depuis longtemps. Ils avaient gagné 5-2 les Stéphanois. Oui, depuis le 10 août 79. Ils sont passés pas loin une année où Coquet égalise à la 96e en 2004-2005 je crois. Ouais, Sergio Non, Fabregas, pas loin non, c'est pas 2004-2005, c'est non, c'est pas cette saison-là. 2004-2005, on perd 3-1 au Vélodrome, ils nous écrasent. Non mais non, Saint-Etienne, ils peuvent pas. S'ils n'ont pas gagné depuis 79, ils oui, je suis raconte. bête. Ouais. Mais non, c'est le maillot avec la croix, non, c'est 2004-2005, c'est époque mais c'est à Geoffroy Et je Guichard. crois que l'année c'est époque Lowindoula. Je crois que l'année Mitchell on égalise aussi en toute fin de match. Je crois que Batshuayi égalise en toute fin de match, mais sinon ils ont. Et je crois que sur les 10 dernières années, on a gagné 9 fois. Oui, surtout en 2017 avec un doublé de Gomis et tout ça, on les pulvérise. C'est une équipe qui est en difficulté au Ah, Vélodrome. comme disaient les Parisiens, la série de l'OM face à Saint-Etienne au Vélodrome fait sa crise de la quarantaine. Ça, c'est pas obligé de polluer l'émission. J'aime bien ce genre de vanne. En vrai, ça me fait rire. Les hommes de est-ce qu'on peut s'attendre à une tactique pas offensive, mais du moins quelque chose de la part de Saint-Etienne. De la part de Saint-Etienne. Claude Puel, qui est un entraîneur qui était marrant. plutôt joueur avec Nice, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, qu'il n'était pas du tout avec Lyon. Parce qu'il avait Et avec les je trouve qu'il a quand même du matos offensivement. Non, là, franchement, en vrai, il y a du technicien sur le terrain. Oui, mais d'accord, mais à l'extérieur, une équipe de Ligue 1 qui vient faire du jeu à Marseille. Mais pourquoi tu t'énerves? Je te parle normalement. Je suis très étonné. T'as vu le ton qu'il utilise? L'année dernière, j'ai un doute. Non, il arrive en cours de saison, donc il est pas là lors du match. Ouais, non, c'est Ghislain Printemps. Parce que pour le coup, je me souviens du match de l'année dernière. Ils sont pas venus jouer, quoi. Ah, mais surtout, t'avais une équipe. Elle était. C'était une équipe qui jouait le titre en 2012, mais pas en 2019. Ouais, ils ont joué le maintien jusqu'au bout l'année dernière. Ils peuvent remercier le Covid. Ouais, ils peuvent très bien. Nos amis pangolins, qui ont peut-être empêché de non, descendre en Ligue 2. Franchement, on a parlé du fait que ça peut aller vite devant, pourquoi pas, mais les milieux de terrain, voilà, ça me semble pas très. Ah non, Camara créateur, et quoi. le monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais ça m'a pas l'air. C'est pas fou. Mais par contre, voilà, merci. En fait, j'avais pas envie de dire une bêtise, j'allais l'appeler Yannou. La sélection du Rien à Cameroun. voir. Mais Qui non, vient je parle. de la réserve de Braga. Je parle juste du quatuor offensif et surtout, mine de rien, Debuchy, même si c'est pas le Debuchy époque Newcastle. Qui est capitaine désormais d'ailleurs. Ça reste Mathieu Debuchy et qui peut apporter ce qu'il peut sur le côté droit, surtout que nous à gauche, on va jouer avec un latéral gauche qui est pas de latéral gauche. Donc, m'interroge un peu curieux de voir ça, mais bon, je suis pas très inquiet non plus. Donc ils ont gagné 2-0 les 2 premières journées contre Lorient et Strasbourg, c'était 2 fois à domicile. Ah, j'avais regardé le match contre Strasbourg, c'était horrible. C'était horrible, ouais. Il paraît que c'était horrible. Moulin a fait 2 très gros arrêts notamment. Incroyablement horrible. Donc c'est leur premier match à l'extérieur, donc on va voir ce que ça va donner nos amis stéphanois. On va revenir sur l'OM, parce qu'on va pas parler quand même de Saint-Etienne toute la soirée. Messieurs, donc on n'a pas encore la composition d'équipe qui est tombée du côté de l'OM. Je ne pas tombé sur le compte officiel du club. Notre ami André Villas-Boas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour nous balancer la compo. Il est 20h12. Comme dirait Najette, envoie la compo. Voilà. On la salue si elle nous écoute d'ailleurs. Oui, bien sûr, on l'embrasse, Najette Rami. On va marquer une petite pause et après je vous propose de jouer un petit peu. Ouais. Avec je vais préparer un petit jeu. Au petit jeu qui a un rapport avec le match de ce soir, vous verrez. Allez, petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. Allez, parfait.
De retour sur rk13.fr, l'émission Passe ton ballon, notre 3e émission. Et merci pour tous les messages que vous nous envoyez sur le hashtag Passe ton ballon. On en a énormément. On a notre ami 13013 qui vous a demandé quel joueur craignez-vous côté Saint-Etienne ce soir. On a beaucoup de réponses. On a Flou qui nous dit Aouchi chez Bouanga. C'est des noms qui reviennent souvent. On a du Amouma. On a Jarrot qui nous dit Masson. Il a une défense en béton. C'est voilà. L'arrière gauche de Saint-Etienne. Ça te fait rire, ça. Moi, je trouve ça très drôle. Toi, t'aimes bien. On a du Zaïdou Youssouf aussi qui revient. Jérôme qui nous demande. Comment rien, Zaïdou Youssouf, et vu qu'on est sur RK13, on est obligé de le mentionner. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. On a Ariles qu'on salue qui nous dit si on gagne 1-0, c'est déjà bien. Donc lui aussi, un peu dans le même état d'esprit que nous. Prendre des points. Voilà, prendre des points en ce début de saison. Alors, la question, l'OM peut-il jouer le titre? Donc c'était encore notre ami 13 qui a posé cette question. On a Fatchinu qui nous dit si on gagne tous les matchs, on sera peut-être champion. Analyse. Avec un gif de Rudy Garcia. Donc oui, effectivement. On a Mathieu qui nous dit je répondrai après le match, on ne sait pas. On a qui nous disent oui, on en a qui nous disent cette année c'est plus que faisable. Woods qui nous demande, quand tu vois le début de saison de Paris, tu te dis pourquoi pas. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et surtout s'il doit se passer de Bernat jusqu'à apparemment la fin de saison. Kurzawa qui a pris 6 matchs, Neymar qui a pris au moins 2 matchs, mais après instruction de la commission, il peut en prendre au moins plus. Di Maria aussi. On ne sait pas comment va revenir Mbappé, donc oui, surtout. Il y a peut-être la place, on verra. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Depuis que les PSG et Qataris ils ont lâché le titre 2 fois, et 2 fois c'est sur des débuts de saison un peu banco. C'est vrai. À voir ce que ça donnera. On a Yesaïdou qui est un fidèle, ça fait 3 émissions qu'il nous écoute. Merci Yesaïdou pour ta fidélité, merci pour ton message. Il nous dit l'enchaînement en Ligue des Champions et championnat va être déterminant et ça arrive vite. C'est ce que tu disais à Maïs, ça va être compliqué cette période-là où les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours. Surtout que je crois que la Ligue des Champions, on a les premières journées se jouent en 3 semaines. Oui, tout à fait, oui. Ça va être très compliqué. Parce qu'ils doivent profiter de l'espace entre les 2 trêves internationales début octobre et début novembre. Donc il va falloir que ça s'enchaîne très vite. Donc ça va être effectivement très compliqué pour l'OM. On a la composition qui est tombée officiellement. Alors il y a eu une petite erreur de la part de l'équipe quand vous annoncez la composition tout à l'heure. Donc c'est bien Mandanda dans les cages évidemment. On a bien du Sakai, Alvaro, Tchaleta Tsar et Balerdi arrière gauche. C'est la principale information de cette composition. Et le milieu, Rongier, Camara et donc Sanson. Ce n'est pas Pape Gueye qui est titulaire, contrairement à ce qui a été annoncé par nos amis de l'équipe. C'est Morgan Sanson, donc il revient de blessure. Il était absent dimanche au Parc des Princes. Il sera titulaire ce soir. Et le trident offensif, c'est le même que dimanche. Lopez, Thauvin et Payet. Donc on va suivre ça avec attention, avec beaucoup de curiosité, comme dirait notre ami Roland Courbis. On embrasse Roland Courbis, l'enfant des égalades. Est-ce que tu peux nous faire une petite imitation pour nos auditeurs? Ils connaissent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux gagner un match à domicile, mais tu peux très bien le faire un match nul ou voire le perdre. Mais attention. Idriss qui passera en salle polyvalente de Vitrolles les 17, 18 et 19 octobre prochains. Soyez au rendez-vous. Les places sur billetreduc.com. Je fais Alexandre Ruiz aussi si vous voulez, mais ça je vous le garde pour l'émission 4. Voilà, en fait je pense que chaque semaine on va tu vas nous garder une imitation. petite imitation et ça permettra de meubler comme là qu'on n'a plus rien à dire, tu vois. Parce que là il nous reste 10 minutes d'émission, on a quasiment tout dit. On va parler vite fait de Mercato avant de faire le petit jeu de fin d'émission. Donc il y a notre ami Manu Longeon, on l'a évoqué tout à l'heure, qui parlait d'Emmanuel Dennis, le joueur l'attaquant de Bruges qui donc serait sur les tablettes de l'OM. L'OM aurait même fait une offre selon lui. C'est un petit peu dans la lignée de ce qui se dit depuis plusieurs semaines, à savoir que l'OM qui vise un attaquant jeune, sur lequel il peut faire une potentielle plus-value. On est clairement dans les clous là, sachant que c'est un joueur qu'on estime entre 15 et 20 millions. On est dans le trading project. Exactement. Ah mais t'es obligé de faire un pari, de toute façon tu peux pas attirer un nom avec les finances que tu as, donc autant tenter un pari qui acceptera l'idée d'être un joueur de rotation, car le trio d'attaque tout le monde le connaît. On va pas acheter entre guillemets un top player qui va venir déloger Benedetto, Payet ou Thauvin. Là ils sont allés sur Football Manager, ils ont mis potentiel 3 étoiles 3 quarts et ils ont pris tout ce qui était dans les Il y a finances. plusieurs noms qui sont sortis. On avait le nom d'El Bilal Touré, l'attaquant très jeune attaquant de Reims, 18 ans, C'est et trop cher. Reims a fermé la porte. parce que Je crois pas une seconde. RMC a annoncé qu'ils avaient fermé la porte. Parce que sportivement, Reims compte beaucoup sur lui et quitte à le déloger, il fallait aligner le chèque et le chèque, l'OM ne peut pas le Il a prendre. été acheté 3 millions d'euros il y a quelques mois. Ouais, par c'était Reims. avant, ouais, Donc, C'est un joueur très jeune, 18 ans. oui. C'est quand même compliqué de. Mais qui flambe très aussi, prometteur, je trouve. qui flambe. Il a qui fait un flambe. but, une passe décisive, je crois, depuis le début de saison. C'est quand même pas mal, même s'il y a En 3 eu matchs, 3 matchs. C'est quand même pour c'est un joueur bien. de 18 ans. Ah, mais surtout, tu vois qu'il a des qualités au-delà des stats. Quand tu le vois jouer, tu vois qu'il a de très grosses qualités. Donc, c'est le profil qui attire et surtout,
Physiquement, c'est une bête, hein, il va à une vitesse. Donc, Ouais, mais ils n'ont aucun intérêt à le lâcher. Vu oui, que... sportivement, déjà, ils comptent sur lui. En plus, ils ont pas mal d'ambition, parce qu'on le rappelle que Reims va jouer l'Europa League. Ce soir, d'ailleurs, contre Ce soir, contre le Servette de Genève. Ouais, à 20h45, Sans Abdelhamid qui revient du Covid. C'est une perte pour eux. Bon, bref, on n'est pas là pour faire l'avant-match de Reims. Merci, Mais en Idriss. gros, voilà, donc ils connaissent, enfin ils ont un petit peu d'ambition, donc ils comptent sur lui. Quitte à s'en séparer, il faudrait aligner un chèque avec un 2 et un 0 et plein d'autres 0 derrière, et l'OM ne va pas le faire, donc on oublie. L'équipe qui a annoncé aussi cette semaine que l'OM avait fait une offre pour Darwin Nunez. L'OM était tombé d'accord avec l'attaquant uruguayen. Je crois qu'il est Almeria. à Almeria en D2 espagnol. L'OM était même tombé d'accord avec lui. Lui-même avait une préférence pour l'OM. Mais l'OM dépassé par Benfica, qui a proposé 25 millions. Ben, donc, il l'OM voulait jouer la Ligue des Champions avec Benfica. alors moi personnellement, j'ai jamais vu Benfica qui a été éliminé par le PAOK. C'est ça la blague. C'est ça la blague. C'est quand même très drôle. Mais bon, personnellement, j'ai jamais vu le joueur jouer, mais j'en ai vu beaucoup parler de lui sur Twitter, de gens qui disaient qu'il était très très fort. On connaît pas. Ouais, on connaît pas. Je Donc ne vais pas apprendre nos Mais auditeurs pour est-ce des que c'est imbéciles. pas rassurant de voir l'OM se positionner sur de tels dossiers avec déjà une telle somme et sur les profils aussi qui sont rassurants? oui, ça fait la plaisir, jeunesse, parce que- Oui. Amaïs en parlait la semaine dernière, enfin il en parle déjà depuis un an, mais bon, depuis qu'on a commencé l'émission. L'OM doit faire des coups. C'est un club qui a toujours fait des coups. On le rappelle, Mamadou Niang, Didier Drogba, ces genres de joueurs-là qui ont éclos à l'OM et qui ont Même explosé. Papin, à l'OM. pour- Ouais, mais Papin, il avait déjà une cote quand il était à Monaco avant de venir à l'OM. Non, Non, Bruges, pardon. Il Non, devait aller à mais- Monaco, Non, mais il devait aller à Monaco et ça s'est pas fait. Mais en gros, oui, il avait déjà une Il cote. était à Valence. Non, pas tant que ça. en Non, vrai. pas tant que ça. Ah, Il a- c'est sûr, pas tant que il ça. avait pas la cote d'un futur Ballon d'Or, mais c'était au moins un attaquant un espoir, quoi. Oui, qui était en équipe de France Sport Voilà. d'ailleurs, mais oui. Alors que Niang, il a fait aucune équipe de France en jeune. Il fait une saison à 7 buts avec Strasbourg. Et voilà. Drogba, oui, il sort d'une plutôt bonne saison et derrière l'OM met le prix pour le signer. Mais ça, c'est autre chose. Mais après, il y a d'autres exemples comme ça, des coups. Juste tenter des coups. Ouais, Boxic. Ouais, C'est un gros coup. Oui, recruté grâce à une cassette alors que l'OM voulait recruter quelqu'un d'autre. C'est une anecdote racontée par le fils de Bernard Tapie dans son livre. C'est qu'en gros, Bernard Tapie reçoit plusieurs cassettes Tu me racontes de cette recruteurs. Il reçoit plusieurs cassettes de recruteurs, enfin de clubs en gros, pour regarder un peu les matchs à l'étranger. Et on lui parle d'un milieu de terrain qui est le futur Maradona, tout ça, dans les pays de l'Est. Et il saute, je sais pas, franchement, le nom, je me rappelle plus s'il avait été donné. Je connais pas l'anecdote, non. Et le truc, c'est que pendant que Tapie regarde le match, il voit Boksic et il dit non, en fait, le joueur à récupérer, c'est Boksic. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait avoir que 4 étrangers sur une feuille de match, avant Larry Bosman en 96. Et donc, il fallait très bien choisir ses étrangers. Et vu que Papin allait partir, Tapie était en train de chercher l'attaquant qui allait le remplacer. Et il est tombé amoureux de Boksic. Et ça a marché parce que Boksic finit meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 en 92-93. Le grand Alen Boksic, illustre attaquant de l'histoire de l'OM. Et qui est parti après la On ne sait descente pas si en le Ligue 1. prochain attaquant de l'OM aura la même carrière. En tout cas, c'est un peu le dossier chaud. On lui souhaite en tout cas. On lui souhaite en tout cas. Le dossier chaud de cette fin de mercato. Au niveau des départs, Idriss, il nous disait hors antenne que pour l'instant, ça Ouais, se décantait pas normalement, tellement du côté de l'OM. sauf retournement de situation exceptionnel. Faut toujours se protéger en disant ça quand tu fais du mercato parce qu'après les gens pensent que c'est toujours définitif. On n'a pas encore assez de résonance pour nous faire Oh, ressentir mais on notre sait jamais, rôle. moi je me protège de ce genre de trucs. Mais en gros, voilà, normalement, l'OM n'a plus d'espoir pour Sanson parce que c'était un départ espéré. L'OM n'a plus d'espoir. Valère Germain a été proposé à la terre entière, mais avec son salaire de roi qu'il ne veut pas baisser, vu qu'il lui reste un long contrat, il va prendre ses 320 000 euros par mois et attendre que son contrat se termine, quitte à rester sur le banc. Parce que les propositions de contrat qu'il a reçues de la part notamment de Nantes et Saint-Etienne ne le satisfait pas. Et puis Douye Kaletakar, le mercato anglais qui lui était promis se referme de plus en plus. Strootman et son gros salaire qui lui aussi a été proposé au monde entier n'intéresse personne. C'est très compliqué. Donc, ouais. Normalement, Villas-Boas a dit une fois que le championnat est commencé, il va falloir commencer à réduire les propositions de départ. Et Villas-Boas est plutôt déterminé à partir avec ce groupe-là et qu'il ne voit plus aucun départ pour ne pas avoir ses plans modifiés. Donc l'équipe qui disait que McCourt était prêt à patienter un peu pour voir d'éventuelles ventes. Donc, Je pense que le on peut Covid, se douter, a sauvé les fesses de Jacques Henriot. certainement. Oui. Et Économiquement ce parlant. mercato, du coup, pas de départ. En tout cas, on verra ce qu'il adviendra de ces joueurs d'ici la fin du mercato. Pour conclure, et avant de passer à notre jeu, je crois qu'Amaïs, tu me montrais hors antenne quelques photos des banderoles qu'il y a ce soir dans le Vélodrome. On le répète, le Il y avait Vélodrome qui est à huis une, clos, mais il y a des belles banderoles, les groupes de supporters. Le Ouais, ring de oui, winners, de- je sais pas si tu déjà, l'as on a vu. au virage nord, merci d'avoir honoré nos couleurs et souillé les leurs.
Référence à la banderole qui avait été mise au Parc des Princes juste pendant le coup d'envoi. Toujours dans le virage nord, malgré tout, toujours derrière vous, notre virus à nous, c'est l'OM. Ah, que Oh, c'est magnifique, magnifique ça. C'est joli ça. Et ensuite, que ce soit le virage nord ou le virage sud, il y a aussi des hommages à feu messieurs Hidalgo et Diouf qui nous ont quittés Ouais. il y a Et, quelques Un mois. club qui rend hommage à nos deux chers Olympiens qui nous ont quittés ce soir. Ils rendent hommage, il y aura une Ouais, minute de silence, j'espère il y aura des j'espère que le jour où le Vélodrome pourra réaccueillir 60 000 personnes, on pourra rendre un vrai hommage à Michel Hidalgo et Je pense Pape Diouf. que les groupes de supporters le feront. J'en ai aucun doute, mais j'aimerais, ouais, voilà. Important d'y être aussi pour souligner l'importance de ces deux hommes, Exactement. parce qu'on oublie trop l'importance d'Hidalgo dans l'histoire de l'OM, surtout dans l'histoire de l'OM de tapis. Messieurs, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Je propose de passer au petit jeu du Jean-Claude d'Archeville. Un petit jeu spécial cette semaine. On va pas deviner de joueurs, mais je vous ai fait une liste de 21 noms. Ce sont tous les joueurs qui sont passés par l'OM et Saint-Etienne. Vu que c'est un peu dans l'actu, c'est le match de ce soir. Vous allez tour à tour m'en citer un et celui qui sèche est éliminé. Et le dernier qui en cite un a gagné. Idriss. Bernard Bosquier. C'est bon. Gros scandale l'époque de Oui. Bernard Bosquier, son départ vers l'OM. Cisco. Salif Keita. C'est bon. Gomis. C'est bon. Dimitri Payet. C'est bon. Ah, 13 il veut jouer. Allez, 13. Alors Cisco et après 13. Vas-y, Cisco. Sébastien Pérez. Sébastien Pérez, bien joué. Laurent Batles. Laurent Batles, bien joué. Ah, il est venu juste pour dire ça, le pire. Il va se rasseoir. Il est juste venu tuer une proposition. On a de bons noms qui sont sortis déjà. Et 13, il est sorti du jeu. Il a juste Ah voulu oui, dire, non, il en avait un dans Laurent sa tête. Batles. Parce que Culture Foot de 13-0-13, 2 sur 10. Hein. Donc il est juste venu dire le truc, en plus le joueur que j'avais en tête, et il est reparti s'asseoir. Ah bah yes. Mais Je vais divulguer ton nom et ta photo, toi, sur Twitter. Il m'a bloqué là. Je sèche. Tu sèches parce que Attention. mine de rien, c'est dur. Hein. Mince, j'ai un trou. Non, je vais pas dire de bêtises. Il y a eu beaucoup de joueurs dans les années 2000. Et si tu veux un indice, des joueurs qui n'ont marqué ni le club ni l'autre. Ah oui, non, mais justement, Est-ce que François Clerc, ça compte? Et il a pas Non. joué à l'OM. Il a pas joué. En soi, contractuellement parlant. Non, je peux pas l'accepter. Ah ouais. Ah bah yes, non. Non, 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 Cinq, non, je... 4, Lamine 3. Sacco. Lamine Sacco. Yes. Et en faisant cette liste, j'ai trouvé une photo de Lamine Sacco qui pose avec Damien Comolli et Eli Bop avec le logo de Saint-Etienne. J'ai trouvé ça savoureux, c'était exceptionnel. Idriss. Du coup, attends, je réfléchis un peu. Ça, il prend trop de temps là. Le mec a mis 30 secondes à trouver. Je cherche. Il y a de très beaux noms. Hein. Ah oui, j'en doute pas, Il y a mais des là, noms catastrophiques. tu m'as Il y pris a à de brûle très pour beaux point noms. là, comme ça. Idriss, Ouais. 5, 4, 3, Il y a un défenseur, je Deux, suis sûr qu'il y a un défenseur. un. Bon, je laisse tomber. éliminé. Cisco, Laurent Blanc. Laurent Ah Blanc. non, c'est celui que j'avais. Évidemment, évidemment. J'avais bien oublié joué, qu'il avait joué à Cisco, Laurent Saint-Etienne. Blanc, et oui. Ah, c'est lui que j'avais. Et oui, Peut-être du très beau nom. 93, 95 Saint-Etienne, 97, 99, ouais, mais il est passé à Saint-Etienne. 13 qui veut jouer. 13, est-ce qu'il a un nom? Rémi Cabella. Rémi Cabella, bien sûr. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, bien sûr. Il était même pas proche du micro, personne n'a entendu ce qu'il a dit. Rémi Cabella. Il a dit Rémi Cabella, mais c'est une bonne réponse. Ah bah yes, est-ce que tu vas encore sauver tes miches sur le gong? Il reste moins d'1 minute. Je reste sur les années 2000. Allez, il m'en faut un là. 5, 4, 3, 2. Non, j'ai pas. Cisco. Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, bien sûr. Ah, Bien sûr, le gardien. Brandao. Brandao, 13, bravo. Allez. Bravo. Et c'est limite, Cisco, si tu m'en cites un, c'est toi le gagnant. Ah, Et déjà, tu es le gagnant moral. Hein. Ouais, parce que bon, l'autre escroc là. Carnus, Georges Carnus. Bien Ah sûr, oui. magnifique, c'est le premier. C'est le premier. Gardien de la 76, grande équipe des années 71 70. et OM 71-74. Bravo Cisco. Est-ce que tu peux citer les Alors, autres? Je vais donc, il y avait Je vais Georges poser la Carnus. question, est-ce qu'il est dans le coma? Pourquoi tu poses cette question? Je sais pas. Je pose toujours cette question, voilà. Non, là on joue plus là. David Sommeil, non? Il y avait donc Georges Carnus, Salif Keita, Georges Beretta, Bernard Gengini, Thierry Ah, Lauré, Bernard Gengini. Laurent Fournier, Abedi Pelé, messieurs. C'est Abedi vrai, Pelé. qui est passé par Saint-Étienne. cette. Eh oui, Ouais. en 85-86. Avant Joseph-Antoine de partir à Mulhouse. Laurent Blanc, un certain Thierry Souaguel, je ne sais pas qui est cette personne, qui a joué à l'OM en 98-99, en plus dans une saison. Voilà.
Matt Moussilou. Matt bien sûr, Moussilou. oui. Alors, on a eu avant Jérôme Alonso, Sébastien Pérez, Zoumana Camara. Ah, Mais oui mais c'était à pas Zoumana mal, que je parlais d'un euh, défenseur, c'était Zoumana. On n'est pas bon. On a un qui compte pas trop, mais je l'ai mis quand même, c'est Lamine Diatta. Il a jamais joué à l'OM. Mais... On rappelle Lamine Diatta, juin Oui. 99 signe à l'OM, juillet 99 quitte l'OM. Voilà, c'est- un des meilleurs tweets du Banterera de l'OM. Ah, je vous conseille Les sur amis le- de l'OM Forum. Cherchez OM Forum Banterera sur Twitter, vous allez passer une excellente soirée. Lamine Sako, Matt Moussilou, Laurent Batles, Brandao, Gomis, Cabella et bien sûr Payet. Et oui. Ouais, Voilà, c'était là, les 21 joueurs Autant qui d'habitude, je suis bon à ce Ils jeu. sont passés voilà. par l'OM et Saint-Etienne. C'est l'heure de nous quitter déjà. Voilà. Sur le gong, 20h31, on a même dépassé l'heure. Merci messieurs, merci Cisco, merci Idriss, merci Ama, merci 13 et merci Az à la technique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et puis on espère vous retrouver jeudi prochain sur la 4e de Passe ton ballon. Encore avec le sourire, le même sourire qu'aujourd'hui. Comme d'hab. On espère avec des victoires Un et de la bonne régal. humeur. Salut tout le monde, merci. Au revoir. Salut.